Mon invité d'aujourd'hui est vidéaste de mariage. Oui, cet été, on va enchaîner vidéaste et photographe de mariage. Et il a une phrase qui m'a un petit peu interpellé dans ce qu'il a pu me dire. C'est « Quand les gens m'appellent, je leur explique tout ce qui pourrait mal se passer avec moi ». Et c'est entre autres ce dont on va parler cette semaine dans ce podcast dans lequel je reçois le vidéaste de mariage François Richelme. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir le vidéaste de mariage François Richelme. En fait, François, on s'est rencontrés vraiment au Cocktail, à Cocktail, donc la première édition de Cocktail à Toulouse. C'est un photographe de ce coin-là. Et il m'a envoyé un message il y a quelques mois pour me dire « Tiens, si tu veux, moi j'ai cette particularité-là, est-ce que tu aimerais qu'on en parle un petit peu dans ce podcast ?» Alors c'est moi d'habitude qui vais plutôt chercher mes invités. Et du coup, il m'a interpellé et au final, ça a mis un peu de temps, mais je lui ai dit oui et on a pu se rencontrer et donc du coup faire ce podcast. François est un peu atypique puisque il aime bien expliquer à ses futurs clients tout ce qui se passerait mal avec lui. Ce qui n'est pas la pratique la plus logique, on va dire, pour se vendre, mais qui a quand même son sens. Dans ce podcast, on va donc parler de son parcours, on va parler d'un mariage qui a tout changé, on va également parler de son type de mariage qui ressemble plus à des mariages de gens normaux. C'est vrai qu'on a l'habitude chez les vidéastes de voir des grands mariages, des trucs un peu de luxe et tout ça. Et lui, il a ce côté un petit peu plus rural, ce côté un petit peu plus simple, ce côté normal, et c'est ultra intéressant. Il va nous parler de comment il arrive à avoir une bonne relation avec les mariés, pourquoi il laisse des plans assez longs dans ses films. On va parler également de marketing, on va parler de ses débuts où il travaillait souvent sans contrat. Eh oui, ça arrive. Et ici, il a une particularité, quand même, c'est qu'il n'a pas de voiture. Et oui, on peut être vidéaste et photographe de mariage sans voiture, et ça, on va en parler également dans ce podcast. Et avant de poser à François ma question habituelle, je vais vous parler exceptionnellement un peu plus du grand saut, ma formation sur comment vivre de la photo et de la vidéo de mariage aussi, parce que si vous êtes vidéaste, ça peut aussi vous servir. C'est comment vendre des prestations de mariage. Je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de ce podcast, mais je voulais juste vous annoncer que maintenant, le grand saut est disponible tout le temps, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans le podcast, n'importe quoi, vous pouvez rentrer dans la formation un peu quand vous voulez. Avant, c'était des moments où je lançais, donc c'était en octobre et en mars, et là, vous pouvez maintenant profiter par exemple de cet été pour vous former sur comment vendre des prestations photo et des prestations vidéo de mariage. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus à la fin de ce podcast. Et donc maintenant, c'est parti pour la question qui fait stresser. Du coup, François, est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch, s'il te plaît ? Je pense que tous les invités en font des cauchemars, et surtout ceux qui n'ont pas été préparés, qui ne se sont pas préparés. Ça, en fait, je vais te dire, le pire, c'est que je sais très bien que je vais passer par cette question, et du coup, c'est encore pire, je crois, de s'y préparer, parce qu'à chaque fois que j'y réfléchis, je me dis, mais en fait, plus je réfléchis, plus je me dis que je raconte n'importe quoi, et qu'il vaut mieux que je me laisse, que ce soit naturel, tu vois. Là, hier, j'ai eu une super idée de blague, mais bon, vu que je l'ai eu hier, ça va pas marcher aujourd'hui. Oui, mais je voulais te dire que je pouvais pas répondre à ta question parce que je passe toujours par l'escalier. Du coup, ça ne marchera pas. Ce serait un stair speech. Ouais, en marchant, ouais. Je préfère à la limite. Ouais, si tu peux du coup le faire en même temps que tu montes les escaliers, donc en s'essoufflant un petit peu, je veux bien. Ouais, je suis déjà essoufflé, t'inquiète, par l'angoisse. Bon, du coup, François, est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch ou ton stair speech si tu as envie? Ok, donc je m'appelle François Richelme, je suis vidéaste depuis à peu près 9 ans pile, et photographe aussi, même si mon activité professionnelle reste essentiellement la vidéo. Donc j'ai commencé il y a 9 ans et je fais de la vidéo de mariage mon activité principale, en fait, c'est la vidéo de mariage. Quelle est ta particularité? Ma particularité, je dirais que ce serait en fait que je fais des films sans trop réfléchir en fait au travail que ça va me donner et que je fais mes films de mariage. En fait, je me suis rendu compte de ça assez rapidement, quel que soit le client, comme si c'était pour ma propre famille en fait, ou pour moi. Oui, je pense que c'est déjà ce serait l'argument principal que je pourrais donner. On va partir sur le début. Tu dis que ça fait 9 ans que tu t'es lancé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu je veux dire, m'expliquer. Comment tout a commencé nous à chaque fois, en fait. Je veux dire, est-ce que tu peux m'expliquer Il y a quelqu'un à côté de toi, peut-être.
Bah, alors c'est possible, mais je le vois pas. Donc ça, je laisse les esprits le dire. Peut-être les fantômes de toutes les personnes qui sont passées sur ce podcast. Donc ouais, comment t'as commencé il y a 9 ans? Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce que t'avais fait avant? Enfin, dis-nous tout. Bon, on va commencer au début alors. Alors la vidéo, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné en fait depuis l'enfance. Je pense que j'ai commencé à développer une espèce de fascination pour l'image très très jeune, que moi j'explique un petit peu au fait que mes parents nous ont longtemps privés de télévision. Enfin, privé, c'est un grand mot. En fait, la télévision, ça restait quelque chose auquel on avait le droit dans l'espace, en fait, dans d'autres espaces que la maison. C'est-à-dire que pour moi, la télé, c'était le week-end chez mamie, quoi, ou mémé. Tu as quel âge? J'ai 35 ans. Donc je suis de 88, génération charnière. Enfin, j'ai connu un petit peu... charnière, oui, dans le sens où j'ai grandi sans Internet, quoi. J'ai connu la VHS et... Enfin, j'ai l'impression qu'on est une génération quand même qui est passée par beaucoup de choses très rapidement. C'est vrai. Et moi, j'ai connu Internet, j'avais 17 ans. Donc, c'est vrai que c'est... Ah oui, tu vivais vraiment au fin fond de la campagne. Oui, mais j'avais la télé, moi. Mais du coup, oui, j'ai toujours... même très jeune, je pense que j'ai assez vite compris que c'était une chance, en fait, parce que... le peu de fois où j'avais accès à la télévision, en fait, c'était devenu fascinant. Le moindre film devenait un événement, en fait. Moi, je me souviens de passer des vacances d'été chez ma grand-mère et que je me faisais un programme télé, en fait, de mes vacances, tu vois. Je notais toutes les émissions sur le Télé 7 jours et c'était mon petit programme, quoi. J'étais à moitié dans la forêt, à moitié devant la télé, quoi. Je me réveillais automatiquement pour regarder les dessins animés sans réveil, enfin, tu vois. Okay. C'était ça, quoi. Donc après, oui, j'ai aussi eu 2 oncles qui m'ont un petit peu montré des films. Comme ils en avaient pas non plus énormément et que c'était du coup des VHS, comme j'expliquais, il y en a que j'ai vu beaucoup trop. Donc je les regardais parfois en boucle. C'était lesquels? Il y a eu Braveheart, qui est de Mel Gibson, que ma grand-mère a beaucoup vu aussi avec moi. Highlander, je pense que je l'ai vu énormément. Waterworld, des films particuliers, quoi. Que des grands films. Des films américains, quoi, des grands films américains. Bon. Waterworld, j'ai revu il y a 3 ou 4 ans, un truc comme ça, et j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Pourtant, je l'avais adoré quand j'étais petit, mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Il paraît que la version longue est mieux. Moi, je l'ai rechopé en version longue, mais j'ai pas encore eu le courage de le regarder. J'ai pas eu le courage de le finir. Ouais, je trouve quand même que ça partait d'une bonne intention, mais effectivement, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, pas du tout. Mais il mérite pas non plus le bashing qu'il a subi, je crois. Enfin voilà. On n'est pas dans le podcast cinéma. ça fait partie des films que j'ai beaucoup trop vus en tout cas, et puis voilà, c'était une espèce d'obsession, quoi. Ok. Donc ouais, voilà, je suis venu, je pense, à la vidéo parce que finalement, gamin, j'avais envie de réaliser de la fiction, j'avais envie de faire du cinéma, tout simplement. Donc la suite de ça... T'as été vers ça, du coup, assez vite? Pas tellement, non, parce que j'ai jamais vraiment eu mon matériel. Ça m'est arrivé de mettre la main sur des petites caméras de ma famille ou quoi, et dès qu'on avait la caméra sous la main, on allait tourner des trucs. Ouais, si, je me suis acheté un caméscope, je crois, à la fin du collège. Du coup, on a commencé à faire des films avec mes voisins, avec mes potes. Je me rappelle que mes tout premiers films, film de fiction, le tout premier qu'on a réalisé, c'était en quelque sorte un tourné-monté, quoi. C'est-à-dire qu'on tournait les scènes dans l'ordre chronologique. Si la scène était ratée, on revenait en arrière sur la caméra et on refilmait par-dessus. Et du coup, ça a donné quelque chose d'assez extraordinaire, qui a vraiment... c'était vraiment une expérience marquante et ouais, ça a lancé un petit peu le délire de faire des petits films à la maison, quoi, des films bricolés. Je pense que... Ouais, c'était vraiment... ouais, comme il n'y avait pas de montage, en fait, on mettait la musique sur un poste à côté de nous pendant qu'on tournait les scènes. Et c'était... Ok. Des films suédés. Donc, ouais, il fallait... Ouais, c'était une sacrée orga, ouais. À la les films de débrouille, les films de débrouille, quoi. Mais très très bon souvenir et résultat incroyable. Il faudrait que j'arrive à le retrouver. Le premier, il était vraiment très drôle. Voilà, okay. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, moi j'habitais en Lozère à cette époque-là. C'était pas vraiment, j'avais pas vraiment d'autre choix que d'aller ailleurs pour faire une école de ciné au lycée. Donc j'ai commencé par aller à Montluçon, ce qui faisait assez loin de chez moi, et finalement j'ai fini à Millau faire une option cinéma, quoi, au lycée. C'est là que ça a commencé un petit peu sérieusement, on va dire, même si, enfin voilà, c'est là que j'ai commencé un petit peu à apprendre, on va dire. Et après le lycée?
Et après le lycée, une tentative de fac de ciné de lettres à Montpellier, et j'ai tenu 1 mois, je crois. Je crois que j'ai fait... J'en avais assez des études, il fallait que je fasse un petit peu autre chose et que je vive. Ensuite, il s'en est suivi à peu près 7 ans de petits boulots et de pas grand-chose, où j'ai un petit peu laissé tomber l'idée de faire de la vidéo. Enfin, laissé tomber. J'ai fait d'autres choses, quoi. J'ai profité un petit peu de ma vie, j'ai appris beaucoup à vivre sans argent, ce qui me sert encore aujourd'hui. Et un jour, après avoir fini par trouver un taf où j'ai réussi à tenir 1 an entier, ce qui était compliqué à l'époque parce que je faisais 1 mois à Quick, puis 1 mois de caissier de supermarché, et puis je démissionnais. J'ai réussi à faire Pion, puis AVS pendant 1 an entier, et je me suis dit, je vais profiter de ce chômage, retourner un peu chez ma mère et m'acheter un peu de matos. Donc voilà, je suis parti sur le GH4 à l'époque, et un Voigtlander 35 mm, enfin équivalent du coup. Et voilà, c'était un achat assez fou pour moi parce que je crois qu'il y en avait pour 2000 balles à peu près l'ensemble. Et je crois que j'avais jamais dépensé plus de 300 € d'un coup, tu vois, dans quoi que ce soit. Donc j'étais un petit peu, je me lançais complètement dans l'inconnu, et puis j'y connaissais rien à la technique en fait, hein. Clairement, j'avais quelques petites bases, tu vois. En fait, dans nos cours de cinéma au lycée, on apprenait tout sauf la technique, et c'était plutôt de la théorie, plutôt de l'apprentissage d'écriture de scénario, des critiques de films, de l'analyse filmique plutôt. Mais voilà, je savais pas utiliser un appareil photo, quoi. Et t'avais quel but quand t'as acheté ce GH4 ? Ça faisait un petit moment que j'avais envie de créer une mini-série en fait, en 3 épisodes. L'idée c'était de faire 3 épisodes d'1 quart d'heure qui auraient été tournés là où j'habitais avec des gens de mon entourage en fait, un truc un petit peu bricolé encore une fois. Et voilà, j'avais écrit 1 épisode et demi, et l'idée c'était de partir sur de la fiction, mais en fait une fois que j'ai commencé à m'intéresser à la technique, je me suis rendu compte que j'étais pas prêt, et que la fiction ça demande beaucoup de talents différents que je n'avais pas du tout. Donc je me suis dit maintenant il est temps de faire des choses avec cette caméra. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que le jour où je vais te raconter toutes les origines, si t'as le temps. on a un peu le temps, après on n'a pas 2 jours. on a 2 heures. Ok. Et donc ce qui s'est 2 heures passé, pour aborder d'autres sujets aussi. Hein, ouais. Je vais essayer de faire la version courte. Quand j'ai acheté mon matos, j'ai fait un covoiturage en fait entre Clermont et chez moi. Et dans ce covoiturage, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu une amie ensuite par la suite, qui organisait un festival en fait dans la ville où j'habitais, qui lançait un festival en fait. On a parlé de ça et je lui ai dit écoute, moi je serais ravi de vous faire une petite vidéo pour ce festival. Le contexte, c'est que c'est une ville de 5000 habitants, donc un tout petit truc, tu vois. Là, comme je disais, je viens de Lozère. J'ai grandi là-bas en tout cas. C'est le plus petit département de France. Je crois que tu vois, la plus grande ville, c'est 11 000 habitants. Donc on est sur un truc vraiment particulier. Donc je fais ce petit film pour le festival un petit peu en découvrant ma caméra en même temps. Je le mets sur YouTube et en fait ça tourne beaucoup. Ça tourne beaucoup, encore une fois relativement beaucoup. Mais j'ai beaucoup de retours parce que effectivement tout le monde se connaît en Lozère, donc ça fait parler de moi et puis ça fait parler du festival, donc je suis content que ça commence comme ça en fait, et ça m'a vraiment lancé. Encore aujourd'hui j'ai l'impression que je dois beaucoup à ce festival, même si j'ai pendant 3 ans ensuite continué à faire leurs films bénévolement. Ils m'ont beaucoup apporté, voilà, je leur rendais l'appareil en faisant leurs petits films. Enfin, je dis petits films, mais en fait j'ai beaucoup travaillé pour eux. C'était très complet parce qu'en fait je faisais à la fois un teaser qui était une petite fiction pour annoncer le festival. Ensuite je faisais une version longue entre guillemets qui durait une 20aine de minutes, qui était diffusée en fait après le festival en public, donc en plein air et sur un écran, ce qui était pour moi extraordinaire aussi. Et je trouve que c'est encore un aboutissement, un petit peu comme tu pourrais avoir tes photos, tu vois, sur ton PC et puis les sortir, j'imagine. C'est autre chose de mettre une vidéo sur YouTube et de la voir projetée en public, quoi. Donc voilà, c'était toujours une vraie motivation aussi pour moi d'avoir cette opportunité, en tout cas. Donc voilà, ça a commencé comme ça, et puis j'ai beaucoup bossé en fait bénévolement au début, dans cette ville là où j'habitais à Marvejols. Je me trimballais avec mon appareil photo, et puis je croisais des gens, et puis ils m'expliquaient qu'ils faisaient un événement par-ci, ça pouvait être un gala de boxe, et je leur disais je vais venir filmer. Je leur faisais un film.
sans rien demander. Et puis parfois, il me filait 200 balles. Ou il me disait, bah écoute, si tu veux faire de la boxe, c'est gratuit pour toi. Donc en fait, j'ai beaucoup bossé en échange de services. Et puis moi, ça m'a permis aussi de créer, de me sociabiliser en fait dans cette ville où j'avais grandi, mais dont j'étais parti, tu vois, pour les études. Et finalement, j'ai rencontré plein de gens dont je soupçonnais pas l'existence. Et ça m'a permis de passer ces 2 premières années. Je crois que j'ai passé 2 ans, 2-3 ans à Marvejols avant de partir vivre à Toulouse, du coup, pour me lancer vraiment, parce que il y a un moment où j'ai eu l'impression un peu aussi d'avoir fait le tour de ce qui était possible de faire en Lozère. Je voulais voir ce que ça pouvait donner avec de la concurrence, d'avoir plus d'opportunités aussi au niveau du travail et surtout rencontrer des gens avec qui j'allais pouvoir parler de mon métier, qui fassent la même chose que moi et évoluer, tu vois, en fait. Et du coup, t'es parti où? À Toulouse. À Toulouse, ok. Ouais. Et c'est là que t'as touché à la vidéo de mariage ou c'est encore... Non, ça a commencé aussi en Lozère. Ça a commencé en Lozère au bout de peut-être 6 ou 8 mois après que j'ai acheté ma caméra, quoi. Okay. Ça allait très vite. J'en ai parlé autour de moi, voilà, et c'est donc la cousine d'un ami, ouais, qui se mariait. J'ai proposé de faire le mariage en photo-vidéo, donc les deux, pour 400 €, je crois. Du coup, et ça a été déjà dès le départ très intense en fait, parce que donc il y avait mon meilleur ami qui était présent à ce mariage, et c'était 2 mariés très très jeunes. Et en fait, tout de suite, je suis rentré dans un mariage avec beaucoup d'émotions, en fait. Parce que la mariée avait eu un drame très, très récemment dans sa famille. Elle avait perdu son petit frère, je crois 2 ans auparavant, quelque chose comme ça. Donc forcément, quand tu passes au moment, tu vois, des diaporamas, c'est une ambiance très particulière. Tu vois, c'est pas la même chose que si c'est la grand-mère ou des choses comme ça. Et c'était... Du coup, au moment du diaporama, moi, je m'attendais pas vraiment à ça. À cette intensité, en tout cas, d'émotion. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en voyant les images de son frère et les autres images, moi, j'étais à 1 mètre d'elle et je la voyais rire et sourire, tu vois. Alors que son mari, lui, était en larmes complet. Et c'était une image, d'une beauté incroyable. De voir déjà cette espèce de paradoxe, là, de la voir, tu vois, hyper heureuse de revoir ces images, alors que c'était pourtant si frais pour elle, tu vois. Ensuite, je me suis décalé finalement pour aller filmer un petit peu d'autres réactions dans la salle. Et je suis allé du coup sur mon meilleur ami. Et lui, par contre, pareil, il était en larmes complet. Et en fait, à un moment donné, il a tourné le regard vers la caméra. Il m'a fait un regard caméra. Et j'ai pas pu continuer à le filmer en fait. J'ai tout de suite baissé la caméra parce que le regard était trop dur, trop fort. Et peut-être aussi parce que je le connaissais, j'en sais rien, et j'ai ressenti... et ça m'a tout de suite fait comprendre qu'en fait, le mariage, ça allait être quelque chose où j'allais passer par des états très intenses, et voilà, c'était un petit peu une sorte de baptême du feu très réussi, je dirais, parce que voilà, j'ai filmé des images assez exceptionnelles dès le départ, et puis je me suis régalé, quoi. Enfin, j'ai eu une impression, en fait, aussi de liberté totale. Le fait, peut-être, d'être avec des gens qui attendaient rien de moi, ça m'a tout de suite permis de faire un petit peu le film que j'avais envie de faire sans me mettre de pression. Et voilà, c'était très agréable. Tu t'étais un peu formé avant, t'avais regardé des vidéos, ou t'as été complètement à l'instinct, enfin, c'est en quelle année ça, du coup, ce premier mariage? 2015. 2015, donc oui, donc il y avait quand même déjà, il y avait déjà YouTube depuis pas mal de temps, il y avait des chaînes, il y avait des vidéos de mariage qui existaient déjà. Est-ce que c'était le début, c'était un peu les balbutiements, je dirais. En France, il n'y avait pas grand-chose. En termes de vidéos? Ouais. Vidéos de mariage. C'était il y a 9 ans, quoi, 9 ans. Oui, je sais, enfin 4 je l'ai lancé en 2012, donc c'est vrai qu'en 2012 c'était les balbutiements totaux des chaînes, on va dire, sur la photo. Alors, sur la vidéo, je sais pas trop, mais en tout cas sur la photo, on va dire ça s'est vraiment lancé en 2012. Ouais, la vidéo de mariage, oui, c'était un peu les débuts quand même. J'ai l'impression. Et moi, je sais qu'au départ, je me suis pas mal formé sur la vidéo américaine. Ce qui, aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je me dis que j'aurais mieux fait de pas le faire. Parce que, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vois que j'ai pris des espèces de... Enfin, pendant longtemps, j'ai pris des tics, en fait, de réalisation, qui aujourd'hui, je trouve qu'on très peu d'intérêt. En fait, je revois les vidéos en fait américaines d'il y a 10 ans et celles d'aujourd'hui, ça a pas bougé.
J'ai l'impression que c'est toujours la même structure de vidéo, le même genre de plan. C'est très posé, c'est très... Tu peux donner des exemples, hein? Des exemples de plans spécifiques, c'est-à-dire typiquement le marié qui boutonne sa veste devant la fenêtre, ou qui enfile sa montre, ou les filles en peignoir sur le lit qui ouvrent une bouteille, tu vois. Ce genre de choses qui... C'est même pas que c'est mis en scène, parce que je pense que la plupart des gens là-bas, en tout cas aux États-Unis, vont faire ça parce qu'ils ont envie de faire ça, ils ont envie de passer par là. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas obligé en fait de réaliser un mariage stéréotypé, et en tout cas j'étais pas obligé de mettre en scène les choses. C'est surtout ça, de demander quoi que ce soit aux gens. Et très vite, j'ai commencé à... En fait, j'ai toujours voulu un petit peu me faire oublier. Je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On essaie d'être le plus discret possible. Pas forcément, effectivement. Oui, non. Mais... Pas. J'ai fait un petit mouvement de tête et tu as vu. Oui, c'est vrai. Chacun a sa façon de faire, on dira, de ce côté-là. Oui, en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne, et je pense que plus j'avance et plus j'ai envie de creuser ce sujet-là, en fait. Là, on parlait de quoi en dernier? Oui, de mes influences et comment j'ai commencé à... Ouais, j'ai commencé à regarder beaucoup de tutos sur YouTube. Après, je me formais en même temps à la photo et à la vidéo. J'ai regardé ta chaîne beaucoup, même si je sais toujours pas utiliser Lightroom 10 ans après. Faire du montage vidéo, c'est pas évident. Je trouve que c'est plus quelque chose qui s'apprend instinctivement, alors que bon, la photo, il faut passer par... Enfin, je pense que n'importe qui peut faire du montage, en fait, presque. C'est quelque chose qui est plus dans le ressenti, j'ai l'impression. Moi, c'est vrai que j'ai une façon de monter, si t'as regardé mes films, qui est assez basique, en fait. Il n'y a pas d'effet. Je fais des films assez sobres, on va dire. T'as regardé un peu de vidéos américaines, tu t'es lancé dedans, t'as fait ce premier mariage, t'en as fait d'autres rapidement derrière ou pas? La première année où j'ai fait ce mariage, je crois que c'était le seul. L'année d'après, j'ai dû en faire 3. Et ensuite, l'année suivante, la 3e, j'ai dû partir un petit peu sur mon rythme de croisière, c'est-à-dire 6-8 mariages par an. D'accord. Ce qui est peu, je sais. Mais moi, ça me suffisait à peu près à vivre pendant les 2 tiers de l'année. Non, je dis, ça m'occupait aussi longtemps, vu que je peux passer parfois 3 semaines sur un montage d'un film de mariage, ça m'occupait bien. C'était suffisant. On reviendra là-dessus. Tu me parlais d'un mariage qui avait tout changé. C'était le mariage dans ta famille à la ferme. C'était le premier mariage ou c'était un autre mariage? Non, c'était un mariage qui a dû arriver en 2019, si je me trompe pas. Donc, Ça faisait déjà quelques années que je bossais. Qu'est-ce que ce mariage a changé chez toi? Ce que ce mariage il a changé chez moi, c'est qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, je suis arrivé donc avec ma mère sur ce mariage la veille, assez tôt, je crois. Peut-être le vendredi après-midi. Et j'ai commencé à filmer tout de suite. Et je me régalais. Je me régalais à filmer parce que on n'était pas dans le mariage. Et de toute façon, ce mariage était assez particulier dans le sens où la plupart des gens étaient habillés comme d'habitude. L'essentiel du mariage s'est passé dans la ferme de mon oncle, donc. Et donc le décor était assez particulier, quoi. C'était une ferme de poulets, donc t'imagines un petit peu l'ambiance avec dans le Loiret. Donc c'est des paysages très plats, ce qui pour moi est assez angoissant. Et donc je me suis dit, bah écoute, c'est pas beau entre guillemets, c'est pas un château. Donc en fait ça m'a beaucoup décomplexé. Je me suis dit, j'étais encore dans cet état d'esprit que le mariage ça devait être beau, tout devait être à sa place, tout devait être nickel. Tu vois, je faisais attention un petit peu aux détails. Ça m'arrivait de déplacer des bouteilles d'eau sur les tables pour que ce soit plus esthétique. Je faisais un petit peu attention à la lumière. Et en fait là je me suis dit, si je commence à penser comme ça, je filmerai rien. Filme ce que t'as devant les yeux et puis on verra après. J'avais aussi un petit peu commencé à avoir de plus en plus envie de faire du son. J'avais acheté un micro-cravate et en fait j'ai profité de ce mariage pour expérimenter. Tu vois, par exemple, c'est ma famille, mais en fait je connaissais pas vraiment les gens. Il y a plein de cousins que je redécouvrais, que j'avais pas vu peut-être depuis 6-8 ans. Finalement, la seule personne que je connaissais bien, c'était ma tante qui se mariait et puis ma mère. Et bon, 2-3 oncles. Mais globalement, quand les gens me disent « t'as fait ce mariage comme ça parce que c'est ta famille et tu les connais bien », je leur réponds « pas forcément ». Parce qu'il y a des mariés avec qui je vais tellement loin dans les questionnaires avant mariage que finalement j'ai l'impression que je les connais mieux que ce que je connaissais ma famille à ce moment-là, quoi. J'ai commencé à filmer ce qui se passait, donc mes petits cousins qui se retrouvaient, qui étaient un petit peu en fin d'adolescence et qui se parlent un petit peu comme tu vois, sans trop de filtres. J'avais eu une idée qui était assez cool, c'est que en fait j'avais remarqué qu'ils étaient sur une table
avec un arbre au-dessus. Et en fait, j'avais calé mon micro-cravate dans l'arbre en le faisant descendre assez bas. Et je faisais un plan large, en fait, qui permettait de ne pas remarquer qu'il y avait un micro qui pendait au-dessus d'eux. Et à la fois d'enregistrer un petit peu leur conversation en ayant un plan qui soit esthétique et que moi, j'interfère pas surtout dans leur discussion, en fait. Et que qu'ils soient pas là, ben, y a un adulte, on va arrêter de dire des gros mots et de faire les cons. Et du coup, j'ai eu des images vraiment super, comment dire, super honnêtes, quoi. Et super direct, documentaires, en fait. Et voilà, j'ai continué à filmer les mariages dans cette démarche et ça a fini par faire un film qui aujourd'hui encore, je pense, est celui qui moi me parle le plus, quoi. Voilà, parce que c'est plein de petits bouts de vie, en fait, par-ci par-là. Il y a pas vraiment, à l'époque, je réfléchissais pas du tout à la structure de mon film à l'avance. J'avais aucune idée du storytelling et j'avais un petit peu cette fausse idée aussi que le documentaire, ça se prépare pas. Ce qui aujourd'hui, je suis bien revenu dessus, mais effectivement, je me disais, en fait, le documentaire, tu vas sur place, tu filmes, et puis ensuite, tu fais un maximum d'images, et ensuite, tu fais un montage à partir de ce que t'as. Mais si tu veux, je me suis rendu compte que c'était qu'à moitié vrai, et qu'il faut faire aussi avec les contraintes qu'on a. C'est-à-dire qu'un mariage, même si t'arrives le vendredi et que tu pars le dimanche, tu vas quand même avoir un espace très restreint pour faire tes images, donc parfois, il va falloir provoquer un peu les choses aussi, quoi. Donc, entre le premier mariage et ce mariage-là en 2019, donc entre 2015 et 2019, tu as plus été dans un style américain, si je comprends bien, enfin en tout cas... influencé par ce que j'avais vu, ouais, et très clip, en fait. C'est-à-dire que mes films fonctionnaient essentiellement sur la musique. C'est un des trucs, moi aussi, qui m'a fait venir au cinéma, c'est que je suis très sensible à la musique. Et quand j'ai commencé le montage, pour moi, le régal, c'était que j'avais déjà toute une liste de musiques que j'avais envie d'utiliser. C'était un bonheur, en fait, de pouvoir mettre mes images sur ces musiques-là, quoi. Et de monter mes films là-dessus. Et petit à petit, je me suis détaché un petit peu de ce truc de clip, où, en fait, la musique est le moteur de ton montage, pour finalement, maintenant, arriver à un entre-deux. Je fais des films longs, moi, où tu vas avoir des passages assez clippés, qui vont être assez proches de ce que tu peux voir, ce qu'on appelle les highlights, finalement, de films de mariage, tu vois. Et d'autres qui vont être des moments purement documentaires. Pour les gens, donc les highlights, c'est en gros, si je dis pas de bêtises, ce sont les moments, on va dire, les plus importants les plus importants, les plus concentré des moments les plus importants du mariage, ouais. Mais en version très courte, quoi. Les moments phares, ouais. On n'a pas vraiment de version française stylée pour ça, comme beaucoup de choses, pour beaucoup de monde. Ouais, c'est un gros problème, et puis les gens sont... Ça on peut commencer. À chaque fois que j'entends quelqu'un qui dit « Aujourd'hui, j'ai wedding », j'ai mariage, en fait. C'est pas plus court de dire mariage que de dire wedding, en fait. Ouais. J'essaie d'éviter aussi d'utiliser des anglicismes à tout va, mais des fois, c'est bien pratique. C'est même pas un anglicisme, wedding, parce qu'il y a un mot qui existe en français, quoi. C'est juste qu'on se la pète, c'est tout. On fait aujourd'hui, j'ai wedding. Ouais. Ce mariage, ça fait kitsch. Et tu disais qu'après après 2019, tu as commencé à avoir quand même un montage en tête et d'avoir préparé donc du coup ces reportages-là. Je préparais pas tant que ça, mais en tout cas, le gros switch, ça a été que je me suis concentré de plus en plus sur le son et sur par quels moyens j'allais pouvoir capter du son et comment ça allait pouvoir me permettre de raconter au mieux les gens que je filmais, en fait. Et donc voilà, j'ai investi dans du matériel. Et là où je prépare un petit peu plus, oui, c'est que je me suis rendu compte que, tu vois, j'étais pas fan du format interview figé. C'est-à-dire que tu poses ton marié ou tes mariés sur un canapé et tu leur fais une interview sur trépied. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de les interviewer sans les filmer, tu vois. Et déjà, ça leur enlèverait une sorte de pression. Donc voilà, je les équipais d'un petit micro et un petit peu sans trop prévenir, au moment de la préparation, je commençais à leur parler. Ou même parfois, pour que ce soit encore plus naturel, s'il y avait des gens autour d'eux, comme leurs témoins ou leurs parents, je proposais aux parents de leur poser ces questions-là, tu vois, pour que ça reste vraiment de la discussion et qu'il y ait une espèce de naturel. Tu faisais ça à quel moment du mariage ? En fait, j'ai beaucoup commencé à faire parler surtout la mariée, pendant les préparatifs. J'ai fait un mariage, en fait, où on était dans un salon de coiffure. Tu sais que ça dure assez longtemps. Enfin, le passage maquillage-coiffure, c'est 1 heure et demie minimum. Donc c'est un vrai moment où tu as l'opportunité de faire parler les gens.
Et là, ce salon de coiffure, à l'époque, j'avais justement pas de matériel de son comme des micro-cravates ou même des dictaphones. Et j'ai tellement regretté parce qu'en fait, c'était un salon de coiffure dans lequel la mariée avait l'habitude de venir. Du coup, elle avait une grosse complicité avec la coiffeuse et elle se lançait des vannes en permanence. C'était très drôle. Elle vannait la moitié des gens du mariage. Et je me suis dit, mais tu vois, j'ai essayé d'en capter un petit peu de temps en temps en filmant, mais tu filmes pas en continu en mariage, sinon tu te retrouves avec 600 gigas de rush à la fin de la journée. Donc, à partir de là, je me suis dit, bah écoute, je vais enregistrer un maximum ce moment-là des préparatifs et je vais en profiter pour prendre du son. C'est pas forcément le meilleur moment, effectivement, les salons de coiffure, parce que il peut y avoir du bruit autour, il peut y avoir de la musique. Mais voilà, en fait, j'essaie de trouver des moments où les gens sont occupés par une activité. Je me suis rendu compte de ça, en fait, assez rapidement. C'est que les gens étaient plus naturels, en tout cas dans la réponse à mes questions, quand ils étaient déjà occupés par une activité. Ça peut être faire la cuisine, ça peut être conduire une voiture, ou ça peut être se faire coiffer. Effectivement, t'es pas tellement occupé toi, mais... Si, bon, t'as pas les mains occupées, mais t'es à un endroit où tu dois rester, donc... Exactement, déjà t'es coincé, ce qui est déjà une bonne chose. Et voilà, et petit à petit, en fait, j'essaie de réfléchir à comment allier le naturel et une technique qui soit de plus en plus propre. Donc d'avoir un son de la meilleure qualité possible, de trouver des petites astuces. Tu vois, là, je me dis que la voiture, c'est pas mal. Même si t'as un bruit de fond continu, t'as quand même... c'est un petit lieu privilégié aussi. Et j'aime bien la façon dont ça se déroule quand je suis à côté de quelqu'un qui conduit. Il y a quelque chose de très intime et qui me parle beaucoup aussi parce que je pense que j'ai un truc avec la voiture. J'ai fait beaucoup de stops, par exemple, dans ma vie. Et le stop, c'est un moment en fait où tu vas rencontrer des gens qui vont disparaître une demi-heure ou une heure après de ta vie. Et j'ai remarqué que il se passe... Enfin, les gens se livrent beaucoup. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être, comme je disais, au fait qu'on va plus se revoir ou peut-être au fait que finalement tu regardes pas la personne et que t'es occupé à conduire. Tu vois, qu'elle soit pas face à toi. Enfin, il y avait un truc et je me suis rendu compte que les gens se livraient beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de continuer à expérimenter. Aussi, faire un voyage, être en mouvement, ce qui invite le paysage qui défile. Je pense que ça invite énormément à l'aspect confiné aussi. Hein. Enfin, la voiture, ça reste un petit habitacle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, oui, en effet, qui amènent... Et puis ça peut devenir très vite très lourd de rien dire, d'absolument rien se dire. C'est vrai. C'est pour ça que, un peu comme je le fais maintenant avec les mariés quand je les rencontre, et que je sais que je vais passer du temps en covoiturage avec quelqu'un ou quand je faisais du stop, j'aime bien briser la glace assez rapidement. Et en tout cas, montrer très vite quel genre de personnalité je peux avoir et où se situent un petit peu mes limites, mon humour. Et soit ça passe, soit ça casse, mais je préfère que ça aille assez vite. Et c'est ce qui permet aussi de rentrer dans des discussions un peu plus profondes rapidement, plutôt que de se parler de banalités pendant 1h30, tu vois. Tu prends combien de temps dans le mariage pour faire ces interviews? Enfin, tu reviens avec combien de temps d'interview des mariés de tes mariages? En général, 2-3 heures. Non, maximum. Hein. Mais, genre 2-3 heures d'interview? C'est pas 2-3 heures d'interview, c'est 2-3 heures de rush. Parce que comme je te dis, de rush audio. Ok. De rush audio, parce que je pose... Sans la vidéo? Sans la vidéo, ouais, souvent. Ouais. Ça arrive que je synchronise directement l'audio et la vidéo, mais quand j'ai 2 caméras, je le fais parfois. Dans le salon de coiffure, je mets une caméra fixe sur la mariée, et quand je sens qu'elle dit quelque chose qui a vraiment de l'importance, je rajoute ma caméra en plus, mais je sais que je vais avoir le son en tout cas de qualité. Mais oui, comme je laisse tourner, tu vois, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Et si je le fais aux 2 mariés séparément, ça peut aller jusqu'à 3, ouais. Et donc après, tu tapes toute l'écoute. Après, t'as le flux audio que tu peux voir, mais... Même si, oui, effectivement, ça me rajoute presque... Ce que j'ai remarqué maintenant dans mes montages, c'est que je passe à peu près un tiers du temps sur le son, uniquement sur le son. Du coup, ouais, c'est devenu... En fait, je me souviens très bien que quand je montais au début, je me disais, plus je vais faire des mariages, plus je vais m'exercer au montage, plus ça va aller vite. Et en fait, oui, je suis devenu plus agile pour monter, mais en fait, je suis devenu aussi plus perfectionniste et je passe beaucoup plus de temps dans le détail et dans l'audio. Donc finalement, c'est de pire en pire. Ça, je te comprends parfaitement. Donc, il y a eu ce mariage en 2019, les choses ont changé et tu as
Donc tu as changé ta façon de faire et tu me disais que t'as compris aussi via ce mariage-là que tu pouvais faire ce que tu voulais et que t'étais pas obligé de faire comme les autres. Donc il y avait cette influence américaine où tu dis non, mais du coup il y avait d'autres influences, d'autres choses et c'est quoi en fait ce que tu veux? J'avais déjà compris assez tôt qu'on pouvait mettre beaucoup de sa personnalité dans le mariage parce que en fait assez vite j'ai découvert le travail de certains photographes, je pense au bout de 2 ans, celui de William Lamblay que tu as interviewé par exemple. Et mais effectivement, ça m'a déjà débloqué. Non, en tout cas, ça m'a permis aussi de continuer à faire du mariage quelque part, parce que j'étais pas du tout sûr de moi, tu vois, quand j'ai commencé le mariage. Je me disais, peut-être j'ai eu un coup de chance, peut-être je suis tombé sur une famille particulière, et que le reste va pas être à la hauteur, tu vois, de mes attentes. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand j'arrive dans le mariage, moi, j'y comprends rien. Enfin, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger. Mes parents sont pas mariés. J'en avais quasiment jamais fait à part gamin. Et honnêtement, je comprenais pas le principe, tu vois, de se marier. Pour moi, oui, c'était vraiment un milieu inconnu. Et effectivement, entre-temps, je suis quand même passé par des mariages où je me suis dit, franchement, je l'aurais pas fait comme ça, quoi. Tu vois, autant je trouve l'idée de faire une fête qui réunit famille et amis géniale. Mais je trouvais que les gens se mettaient beaucoup de barrières en fait dans l'organisation de leur fête. Et comme tu le sais, il y a beaucoup de mariés qui profitent pas du tout de leur journée, quoi, qui passent leur temps à courir. Maintenant, je le dis quand ils me contactent à l'avance, je leur dis faites attention à ça, quoi. Si vous prévoyez pas du temps pour vous, vous allez passer la moitié de la journée à dire bonjour aux gens et l'autre moitié à leur dire au revoir, en fait. Et entre-temps, il y aura les cérémonies, mais vous n'aurez pas le temps de vivre votre journée, quoi. Et j'en ai fait des mariages comme ça, très traditionnels, avec des choses qui me fatiguaient, en fait. Ces repas interminables, tu vois. Le fameux repas français qui peut durer 4 heures, et sachant que tu sors déjà d'un cocktail où tout le monde a grignoté, t'arrives à table, t'as déjà plus faim. Et un gâchis phénoménal, et voilà. Et comme il y a 120... Sauf moi. Ah, moi j'ai toujours faim, donc en fait c'est un peu le truc. Ouais. Je suis un très gros mangeur aussi, mais maintenant je fais des tupperwares. À partir de l'entrée, je commence à arrêter de manger, et puis je fais des tupperwares pour la suite de ma semaine. Je te vois bien sur la table de mariage, tu sors le tupperware, tu fous dedans, et puis hop, dans ton sac. Oui, je fais ça. Je récupère même des fois sur la table des enfants, parce que tu sais bien qu'ils mangent pas grand-chose non plus. Donc voilà, il y avait des choses quand même. Je prends dans l'assiette de l'enfant directement, de toute façon il ira pleurer, c'est pas grave. En tout cas, voilà, je trouvais quand même que malgré le fait qu'il y avait des choses passionnantes dans le mariage, il y en avait aussi qui me rebutaient largement, tu vois. Et j'étais pas certain de vouloir en faire mon activité centrale, quoi. Et donc j'ai découvert le travail de William et d'autres que j'ai pas en tête, enfin pour la photo, et en vidéo assez rapidement aussi The Richters que t'as dû, je sais pas si tu les connaissais avant Cocktail. Je les ai pas vus à Cocktail en fait, donc t'as pas vu je les connais pas en fait, tout simplement. Je connais deux noms mais je connais pas. Ok. Et ben eux, quand j'ai découvert leur travail, ça a été aussi un déclic parce que je me suis dit, ok, on peut trouver des clients qui nous ressemblent et mettre de la musique qu'on aime dans les films aussi, tu vois. Ça c'est un point sur lequel, tu vois, je me bloquais pas mal. J'avais beaucoup d'idées au départ quand j'ai commencé, mais très vite, je me suis dit, ça va être compliqué quand même de trouver des morceaux différents à chaque film, sachant que longtemps et encore aujourd'hui, bon, ça n'a rien à voir, mais je fais des films en fait longs, très longs, qui peuvent durer jusqu'à 1 heure parfois. Okay. Je sais que c'est très mal vu dans le métier, et ça aussi, j'ai envie de le défendre parce que je fais pas des films longs pour plaire à ma clientèle. En fait, je fais des films de cette durée parce que je les ferais comme ça si je les faisais pour moi, encore une fois. Ok. Donc toute la journée, ça dure 1 heure, quoi. Mon film moyen, c'est une 40aine de minutes. Okay. La version longue. Et ensuite, je fais une version courte qui va durer entre 4 et 7 minutes. Donc j'ai toujours fait les deux. Maintenant, je vais essayer un petit peu de me calmer. Mais j'ai pas envie en fait d'enlever de mon forfait cette version longue parce que pour moi c'est la plus intéressante des deux. Et c'est celle sur laquelle je mets le plus d'énergie. Pourquoi tu voudrais te calmer si t'aimes ça ? Parce que en fait ma clientèle est une clientèle je dirais de mariage moyen plus au niveau des finances. C'est-à-dire que
Tu vois, j'ai fait beaucoup de mariages pendant 5-6 ans de gens qui mettaient entre 12 et 20 000 euros maximum dans leur mariage, ce qui est pas fou. Et du coup, moi-même, j'étais dans des tarifs assez bas. Et en fait, tout simplement, c'est trop compliqué de passer autant de temps sur un film pour les tarifs que je pratique. Et en tout cas, la clientèle que j'ai touchée pour l'instant. C'est surtout ça. T'étais à combien ? Ça a évolué tout doucement, en fait. Vraiment, je crois qu'en 2019, j'étais encore aux alentours de 1 000 euros. Tu vois, okay. J'ai vraiment commencé très bas. Et chaque année, j'augmentais un peu. Et puis là, maintenant, je crois que je me suis fait un tarif minimum à 1 600 et une espèce de formule complète aux alentours de 2 500, avec des options possibles. Donc là, je suis arrivé sur des tarifs à peu près cohérents, mais toujours pas cohérents par rapport au temps que je passe sur mes films, tu vois. Donc, oui, parce que ça reste assez bas pour de la vidéo, quoi. Enfin, pour les auditeurs et les auditrices, ça peut paraître déjà pas mal, 2005. Bon, déjà après 9 ans aussi d'expérience, quand même, déjà. Et également, il faut savoir qu'entre photo et vidéo, il y a beaucoup plus de travail beaucoup plus. En tout cas, en post-prod, il y a beaucoup plus de travail. Le montage est forcément beaucoup plus Tout dépend de la façon dont tu travailles, comme toujours. Mais effectivement, moi, j'ai fait 2 mariages exclusivement photo. Et je me suis rendu compte que le temps que je passais sur place était à peu près équivalent au temps que je nécessitais pour faire le tri et la retouche. Alors qu'en vidéo, je peux multiplier par entre 2 et 3 fois, sachant que je passe énormément de temps sur place aussi. À partir du moment... en fait, ça a été à la fois un déclic de filmer ma famille, tu vois, sur ces 3 jours, sur ce week-end entier. Et du coup, j'ai voulu le faire à chaque fois. J'arrivais chez les mariés le vendredi, je commençais à filmer dès le vendredi, je dormais chez eux, et au final, je me retrouvais avec 6-7 heures de rush à trier, quoi. Et voilà, ça a été à la fois, j'ai commencé à faire des films qui commençaient à me plaire vraiment. J'étais fier de mes films, mais je me suis perdu aussi là-dedans, parce que je passais 60-70 heures sur la post-prod, quoi. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, si on veut être un minimum rentable, c'est énorme, quoi. C'était clairement, je faisais ça plus pour moi que pour l'argent. Enfin, évidemment, ça me permettait de vivre aussi, mais j'ai jamais réfléchi en termes de gagner de l'argent, tu vois. Non, je disais, ce qui me bloquait aussi, c'est que j'avais quelque part envie de valoriser un peu mon travail financièrement. J'avais envie d'être un petit peu plus à l'aise dans mon quotidien, tout simplement. Mais j'avais pas envie de perdre cette clientèle, en fait, non plus, de gens qui ont pas trop de sous et avec qui je me sens bien aussi, tu vois. Et voilà, du coup, ça m'a un petit peu bloqué parce que je me suis dit, est-ce qu'elle existe, en fait? Est-ce que mon client cible existe vraiment, tu vois? Et là, j'y ai beaucoup réfléchi et je pense qu'il existe et que je vais le trouver. mais j'ai pas encore fait... Tu penses pas l'avoir, non? En vrai, je pense que c'est très large. C'est très large parce que je me rends compte que j'ai pas forcément envie, en fait, de travailler avec des gens qui me ressemblent tellement que ça. Je prends beaucoup de plaisir aussi à filmer des gens qui sont très différents de moi, à tous les niveaux. C'est même encore plus intéressant, je trouve. Du coup, c'est assez vaste. J'en ai beaucoup parlé avec des gens. Ils m'ont dit peut-être il faut que tu ailles vers un public un petit peu plus âgé parce qu'ils ont souvent un peu plus vécu. C'est vrai que souvent j'ai un petit peu plus accroché quand tu vois les gens se marier après 30 ans que des gens qui ont un petit peu moins d'histoire. Parfois des remariages aussi j'ai fait, c'était assez drôle. Dans les films que j'ai pu voir de toi, tu vas me dire si je me trompe, mais je trouve qu'il y a un style, en fait, pour avoir, sur les derniers podcasts, il y a eu quelques vidéastes, ou duos photographes-vidéastes, donc je pense par exemple à Claire et Stéphane ou à The White Strawberry. C'est vrai que chez les vidéastes qu'on voit, que ce soit eux ou d'autres qu'on a pu voir à Cocktail ou dans d'autres, ou à côté qui sont un peu connus, en fait, on voit beaucoup de trucs très festif, très dansant, très foufou. Voilà, j'ai l'impression, en fait, ça donne une certaine impression que soit t'as des mariages où les gens sont complètement tarés et du coup tu fais des vidéos de malades, soit en fait c'est chiant. Ça j'exagère évidemment extrêmement, je tire le trait énormément, mais comme ce sont les mariages qui sont mis en avant, en fait, on met forcément des mariages qui sont un peu exceptionnels en avant, tu vois, de ceux qu'on a envie aussi de vivre et tout ça, mais c'est évidemment pas tous les mariages qu'ils font et qu'on fait. Quand j'ai vu tes photos, j'ai eu un mot qui m'est arrivé en tête,
Absolument pas péjoratif dans ce que je vais dire. Dépression. Mais alors non, j'irai pas là. Des mariages ruraux. En fait, des mariages plus normaux, j'ai envie de dire, normaux dans le sens des mariages d'un peu, pas, je vais pas dire n'importe qui dans le sens péjoratif du terme, mais juste le mariage des moyen mariages peut-être, tout simplement. Ouais, pas des mariages de gens exubérants ou des mariages juste de gens normaux qui se marient. Après, évidemment, oui, tu parles de dépression. Non, je parlerai pas de dépression, mais je dis sombre. Après, je trouve ça c'est plus un style graphique sur un traitement qui est plutôt, je trouve, sombre. Mais vraiment, il y a ce côté. Et je trouve que la façon dont tu filmais aussi participe un petit peu à ça, ou dans le côté où tu es avec eux, et j'ai un peu le sentiment d'avoir tu parlais de deux pardons dans le questionnaire que je t'ai envoyé. Il y a un petit côté, alors, je connais pas tout de pardon et tout, mais il y a un petit côté genre France, ça va être très péjoratif dans ce que je vais dire, mais ça l'est pas du tout dans ce que je veux dire, mais dans un côté vraiment rural, le côté profond, le côté juste simple, peut-être pas simpliste, oui, simple. Tu vois, du côté de le mariage de ma tante, c'est une famille paysanne, et je viens de ce milieu-là aussi, donc je pense que c'est logique que ça me... Comme tout le monde, tu vois, j'ai filmé un petit peu au départ mon entourage, des gens aussi de mon niveau de vie, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas forcément des 1000 et des 100. Et c'est ça aussi qui est particulier, c'est que quand tu pars sur un public comme ça, comme je disais, avec des tarifs alloués à l'image qui sont autour de 1000, 1500 € maximum. Attends, juste quand tu disais 1000, 1500 ou 2000, c'est avec les photos, du coup? Ou c'était non, que la vidéo? La première, c'est arrivé que je sois seul à faire que de la vidéo. Il y a des gens qui n'ont même pas pris de photographe parfois sur mes mariages. Ouais. Et c'est arrivé aussi que je fasse les deux, mais très rarement. C'était effectivement tout le temps une mauvaise idée, et quand je l'ai fait, c'était pour des gens que je connaissais un peu trop, tu vois. C'est toujours des mariages pièges, les mariages de gens de connaissances, tu sais, ou d'amis d'amis. Enfin, tout ça pour dire que je suis parti sur des mariages qui se terminaient en salle des fêtes, quoi. Et effectivement, tu touches pas un public de gens qui se marient en château quand tu montres des vidéos de mariage en salle des fêtes, quoi, tout simplement. Et pour moi, c'était pas un souci, sauf qu'évidemment, très compliqué pour moi je pensais que c'était très compliqué pour moi d'augmenter mes prix, ce qui finalement était pas tellement le cas que ça, et j'avais encore de la marge, quoi. Mais bon, peu importe. J'ai senti dans tes vidéos une simplicité, un truc, une bienveillance par rapport à enfin, je sentais que il y avait ce mariage de famille où du coup, même, enfin voilà, ça restait de la famille quand même, donc t'étais un peu en terre inconnue quand même, mais il y avait ce truc quand même je trouve comme si c'était chez toi. Tu vois, mais j'ai continué dans cette démarche après, et en fait, tu vois, j'ai fait aujourd'hui une 50aine de mariages, ce qui est très peu par rapport à d'autres personnes qui arrivent à faire ça en 2 ans, je pense, tranquillement. Ouais, c'est quand même, faut y aller. Ouais. Je leur expliquais en fait cette démarche-là, que moi ce qui m'intéressait c'était en fait de les filmer dans leur réalité, et que si c'était possible, j'avais très envie en fait d'arriver le vendredi, mais pas d'arriver sur place, d'arriver chez eux, et dans la mesure du possible de dormir chez eux. En fait, quand je m'entendais bien avec les mariés dans les réunions, une fois passé la signature du contrat, je leur disais parfois que leur film, ça allait être un mélange entre striptease et J'irai dormir chez vous. Ouais, je vois complètement ce que c'est pas exactement la sensation que j'ai eue, mais ça tendait vers là quand même. Dans la démarche. Après, effectivement, mes images ressemblent ni à celles de striptease, ni à celles de J'irai dormir chez vous. Non. Qui est une émission d'ailleurs que j'apprécie pas particulièrement. C'était juste pour la blague, du fait que j'allais squatter leur canapé, tu vois, le vendredi soir. Génial, c'était génial cette émission. Moi, j'adore. J'aime bien. J'ai un peu plus de mal avec la personnalité des fois de Maximi, mais j'aime beaucoup quand même. Et Striptease, c'est vrai que c'est une émission qui m'a fasciné. J'ai découvert assez jeune, et je comprenais pas en fait comment c'était possible d'arriver à filmer des gens et qui soient aussi naturels, quoi. Enfin, d'arriver à ce naturel-là, quoi. Et aussi, c'était encore très rare à l'époque, et ça l'est encore aujourd'hui, de proposer une émission de documentaire sans commentaire, sans voix off, sans rien, quoi, en fait. Enfin, c'est très rare, en tout cas. Et sans qu'on ressente la présence aussi des caméramans et du réalisateur. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé aussi, d'ailleurs, à comment ils s'y prenaient
pour arriver à ce niveau-là d'intimité. Et en fait, il y a pas de secret, quoi. Hein. C'est du temps de préparation. On en parlait tout à l'heure, tu vois. J'ai lu un bouquin d'un des producteurs de striptease qui était intéressant et qui était un gros mélange de plein d'anecdotes. Je crois que le livre s'appelle Striptease se déshabille. Et un autre d'un des réalisateurs qui s'appelle Mes plus belges années. Où il parle de ses débuts dans striptease et il explique en détail comment se sont passés ses 3 premiers films. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des épisodes de striptease, il y en a 800 je crois, et une soixantaine de réalisateurs différents. Donc il y a quand même beaucoup de différences d'un striptease à l'autre, quoi, d'un épisode à l'autre, mais malgré tout une grande cohérence. Et voilà, il expliquait en fait que, enfin, je sais pas si ça t'intéresse dans ton podcast, mais je trouve que ça peut parler de ma démarche. C'est-à-dire, en fait, il expliquait, le réalisateur, que lui, qui n'était pas forcément vidéaste, filmait un sujet qu'il avait envie de mettre en scène, en tout cas un sujet pour lequel il avait envie de faire un documentaire, et il proposait ces images au producteur de striptease, qui lui devait accepter ou non de lui filer l'équipe de tournage en fait pour réaliser son film. Et apparemment les producteurs volontairement refusaient d'envoyer l'équipe tant que, par exemple, je vais prendre un exemple très concret, il y a un épisode qui s'appelle Au doigt et à l'œil, et en fait ils ont filmé des personnes non-voyantes qui travaillent dans une espèce de librairie en braille. Je sais même pas si ça se dit, mais... Donc le réalisateur avait son sujet, il le filmait avec sa caméra et pour essayer de vendre son projet au producteur. Et le producteur refusait de lui donner une équipe tant que son sujet principal n'acceptait pas d'être filmé en dehors de son travail. Du coup, le réalisateur continue à aller voir son sujet, cette personne non-voyante, jusqu'à ce qu'il accepte de se faire filmer. Et donc, de cette manière, il crée une vraie relation de confiance parce que la personne en question se rend bien compte qu'il n'est pas là pour faire de l'argent, quoi, que c'est quelque chose qui l'intéresse vraiment, qu'il a envie de parler de lui, et pas lui seulement dans le travail, lui aussi dans ses hobbies, lui dans tout ce qu'il a de... Et comme les producteurs étaient un petit peu chiants, et ben voilà, ça prenait du temps cette phase-là, et ça permettait aux réalisateurs de créer une vraie relation de confiance, en tout cas avec les futurs sujets de leur film, quoi. Et du coup, ça, comment tu l'appliques à tes mariés? Parce que tu disais, tout à l'heure, tu disais qu'avec un questionnaire, tu arrivais à les connaître limite plus que les gens de ta famille durant ce fameux mariage. Bah, je pense que les gens qui me contactent, en général, comme j'ai pas une communication qui est très organisée, souvent ils ont vu mon travail et ils ont été touchés par quelque chose. Donc il y a quelque chose dans peut-être mon travail, dans ma personnalité qui transparaît dans les films et qui déjà... je trouve que c'est une partie du travail qui est fait, tu vois, entre guillemets. Si les gens ont vu mes films, ils sont au courant un petit peu de ma personnalité et du fait que justement ça va pas être quelque chose de clinquant, que ça va pas être que je vais pas montrer seulement ce qui est beau, que je vais pas montrer seulement ce qui est drôle ou ce qui est joyeux, pardon, je voulais dire. Parce que je trouve aussi que le mariage c'est l'occasion d'avoir des moments aussi parfois assez dur, en fait. Et ça, je leur explique assez vite. Donc, comme je te disais, écoute, je fais un appel téléphonique où je brise la glace très vite en leur expliquant un peu ma façon de fonctionner. Le premier appel, c'est souvent plus moi qui parle et je leur raconte un petit peu ma démarche, ma façon de faire. Et ensuite, j'ai un questionnaire qui est assez long, avec beaucoup de questions qui parlent à la fois de la journée, mais aussi beaucoup d'eux, de comment ils se sont rencontrés, de quels sont leurs goûts. En fait, c'est une vraie discussion, quoi, qui peut durer jusqu'à 2 heures. Enfin, j'imagine que tu fais pareil, hein. Et en fait, je sais pas comment dire, à part que tout se crée au moment de la rencontre et que je suis sans filtre, en fait, il y a ça aussi. On parle souvent de se vendre, tu vois, quand on a des appels avec des clients. Moi, j'ai toujours un peu fait le contraire. C'est-à-dire que quand les gens m'appellent, je leur explique tout ce qui pourrait mal se passer avec moi, en fait. Et je leur dis, bon, il y a ce point-là où je suis pas très au point, il y a ça, j'ai déjà fait une connerie là-dessus, mais bon, maintenant ça va mieux. Enfin, tu vois, je leur explique un petit peu la réalité j'ai pas de voiture, je vais arriver à votre mariage, je vais certainement prendre un bus, un train et finir en covoite ou peut-être en stop. Enfin, je leur explique un petit peu tout, tu vois. Et ça finit par, soit ça passe, soit ça casse. Et en fait, c'est passé 99% du temps. Enfin, non pas, mais c'est rare que des gens ne m'aient pas rappelé après m'avoir contacté. En fait, j'ai eu de la chance ou je sais pas, mais ou c'est que je suis vraiment pas cher peut-être aussi. C'est sûr que les prix ça aide aussi, hein, mais ça a jamais. Mais après il y a pas que ça.
Ça a jamais bloqué personne, en tout cas, pour l'instant. Ok. Et le jour du mariage, quand tu arrives, soit avant, soit le vendredi, soit le jour du mariage, comment tu t'intègres? Est-ce que du coup, tu es quelqu'un qui prend de la place sur le mariage, ou plutôt quelqu'un qui est très discret, qui parle avec personne? Enfin, comment tu fais pour t'intégrer? Moi, je suis de nature assez observatrice au premier abord. Quelqu'un que je connais pas bien, je vais l'observer, je vais le regarder, je vais l'écouter parler. J'ai besoin de ce temps-là, donc naturellement, je suis quelqu'un qui va pas trop prendre de place. Ensuite, oui, j'avais cette fausse idée qu'on pouvait être invisible, mais c'est pas le cas. Tu vois, j'avais tendance dans mes montages à couper au montage tous les regards caméra, tous les moments où on m'avait repéré, où on m'avait parlé même. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que je faisais partie de la journée aussi. Et que finalement, comme tu le sais, on passe énormément de temps avec les mariés. Et que parfois, ça peut être très drôle aussi, la relation qui se crée entre nous. Et aussi la relation du fait d'être filmé, en fait. J'ai fait un mariage une fois qui était génial pour ça. D'ailleurs, je l'ai jamais vraiment montré. Il faudrait que je le montre parce que j'adore toute la partie du vendredi et du samedi matin est géniale parce qu'en fait, j'étais chez ce couple-là qui habitait vers Paris. Ils étaient un petit peu à l'arrache, si tu veux. Ils avaient prévu de chanter ensemble le lendemain, mais c'était pas fini de préparer. Ils avaient pas écrit leurs vœux. Le matin même, ils se disent on a une idée géniale, on va faire une vitrine avec des objets qui nous représentent. Tu vois, mais le matin du mariage, hein, juste avant de partir. Okay. Et du coup, branle-bas de combat, tout le monde part dans tous les sens. Le marié, il sort des bouquins, il les montre à sa copine. Il lui dit donc ça, et elle comprend pas pourquoi il lui montre ce livre. Elle dit mais ça représente rien pour moi. Et du coup, elle le jette et lui il le remet. Et du coup, je filme ce moment génial où c'est pas qu'ils se prennent la tête, mais en tout cas, ils sont dans une espèce d'énergie de faire un truc ensemble, mais ils sont pas tout à fait d'accord sur tout, tu vois. Donc quand je filme la mariée qui est toute seule, elle se fout de la gueule de son copain devant moi ouvertement, tu vois. Et je filme ça et je me rends compte, mais en fait, si j'étais pas là, elle aurait pas fait cette réflexion. Tu vois, elle est à la cuisine en train de ranger des trucs, elle lui dit on pourrait peut-être mettre des grenades, ça nous représente bien. Et elle dit oui, c'est super chérie. Et elle me dit en fait, il croit vraiment que je suis sérieuse, tu vois. Elle me fait des petites remarques comme ça en scred. Et je me dis trop bien en fait. Et j'ai réussi à créer une complicité avec cette mariée. Et c'est drôle en fait parce que je rencontre un couple qui a une façon de s'aimer un petit peu, tu vois, comment dire, quand t'as l'humour un petit peu vache, quoi. Et je me rends compte aussi de cette chose-là, c'est que dans mon questionnaire, je demande aux mariés quelle est l'activité qu'ils aiment faire ensemble. Mais la vraie question qui m'intéresse, c'est quelle est l'activité que vous n'aimez pas faire ensemble, en fait. Parce qu'à partir de là, je me suis rendu compte que tu découvrais un petit peu la nature d'un couple et la façon qu'ils avaient d'interagir et de s'aimer dans la difficulté. Et c'est souvent un peu la même chose. Si tu prends un couple en train de faire quelque chose qu'ils ont du mal à faire ensemble, qui est pas facile pour eux, comme ça peut être la cuisine, ça peut être de ranger la maison, ça peut être... Eh ben, tu vas découvrir un petit peu la spécificité, tu vois, du couple. Ce qui est très dur à filmer dans une journée de mariage, parce qu'il y a... C'est ce que j'explique aux gens, en fait, et... Vous allez être ensemble toute la journée, mais seulement physiquement quelque part. Il y a très peu de moments où vous allez être ensemble comme vous le seriez dans votre intimité. Et ça, pour moi, c'est vraiment dommage. C'est aussi pour ça que j'adore le vendredi et être là très tôt le matin quand il n'y a pas encore les gens qui sont arrivés. Parce que tu as encore la possibilité de filmer les vraies interactions qu'ont un couple. Leur façon de se parler, tu vois. Quel petit nom ils se donnent, comment ils s'embrouillent, comment ils se réconcilient après ça. Voilà, c'est une chose qui fait un peu l'essence d'un couple et qui est différente à chaque couple, et que tu verras très très difficilement dans un mariage en fait, parce que t'es en représentation 70% du temps en fait. Le bisou à la sortie de dès que la robe est mise, dès que le costume est mis, c'est parti quoi. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Et encore une fois, c'est très pratique de filmer chez les gens d'un point de vue sonore, parce que tu vas avoir des conditions particulièrement propices à enregistrer du son de bonne qualité. Et tu vas pas gêner le photographe avec un micro un peu visible ou des choses comme ça, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que j'apprécie ces moments, et j'ai même envie que mes films tournent un petit peu autour de ça, tu vois, et que le mariage, ce soit juste un prétexte, entre guillemets, à montrer ça, à montrer qui sont ces gens, qui sont leurs proches, et quelles relations ils ont les uns avec les autres, qu'est-ce qui fait
leur spécificité, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, parce que il y a un truc où on va choisir un photographe ou un vidéaste pour une journée comme celle du mariage, parce que maintenant, voilà, il faut des photos, il faut des souvenirs, parce que c'est une grande journée, tout ça et tout. Mais d'un côté, on choisit aussi la journée où on n'est pas nous-mêmes. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de clients qui sont pas très fans d'être le centre d'intérêt, qu'il y ait beaucoup de monde autour qui les regarde, tout ça et tout. Et en fait, cette journée-là, c'est leur journée. C'est-à-dire que tout le monde vient pour eux. Le point commun, le dénominateur commun, c'est eux. On fait des photos, on fait des vidéos d'un moment où ils sont en mode, pas eux-mêmes. Ce qui serait cool, c'est de pouvoir les avoir directement dans une vraie journée de leur vraie vie où ils sont normaux. En même temps, il n'y a pas la famille qui vient, c'est pas non plus une grande journée dont on a potentiellement envie de se remémorer. Mais c'est vrai que c'est assez ambigu d'avoir envie quelque chose de naturel, mais en même temps, on est dans une journée qui est absolument pas naturelle. Il y a des émotions qui vont se vivre, qui seront naturelles, mais qui seront pas naturelles dans la vie de tous les jours. Et j'adore le vendredi soir, en effet, j'adore le samedi matin, même des fois un peu le dimanche, quand les gens commencent à partir, tout ça et tout, parce que c'est les moments où ils sont plus que eux-mêmes. C'est-à-dire, même s'ils sont avec leurs proches, par exemple, le vendredi soir, ils peuvent être avec leurs proches, des très proches, mais ils sont pas habillés en mariés, ils sont... Il y a ça aussi. Il y a ça. Pour moi, c'est très compliqué, tu vois, de filmer des gens qui sont en costume quelque part. C'est pour ça que je me suis régalé dans ma famille, c'est parce que ils sont venus comme ils étaient, c'est-à-dire chemise à carreaux, ouverte jusqu'au nombril, casquette, caisse d'épargne, quoi. Et tu vois, il y a quelque chose qui parle d'eux, sans même qu'ils aient besoin d'ouvrir la bouche, en fait. Et c'est pareil pour le fait de filmer les gens chez eux, dans leur habitat naturel, entre guillemets. Parce que, en fait, n'importe quel plan que tu vas faire, le décor va parler pour eux. Si tu veux, la façon dont ils ont agencé les choses, si c'est le bordel ou pas le bordel, s'il y a des livres. Tu vois, moi, j'adore... En fait, je me suis rendu compte quand j'allais chez des gens, je me précipitais assez vite vers l'étagère à DVD, et je jugeais les gens au DVD qu'ils avaient, tu vois. Et voilà, et ça parle énormément. Je pense que qu'est-ce que t'as mis dans ta bibliothèque, comment sont agencées les choses, quel tableau t'as mis sur le mur. Et en vidéo, tu sais, on te le dit beaucoup, c'est important de raconter les choses par l'image. Et pour moi, c'est privilégié en fait d'être accueilli dans l'intimité de ces gens et d'avoir ce décor-là qui, parfois, c'est leur maison de famille. Si c'est la maison des parents, c'est pareil, tu vois. Mais en tout cas, être dans un endroit qui a un vrai... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Une vraie histoire, quoi. Qui a un lieu qui a vécu. Et autre chose que j'ai remarqué sur la confiance, c'est le fait que les gens... Qui est assez bizarre, hein, mais... le fait que je demande aux gens s'ils peuvent m'héberger chez eux, en fait, j'ai l'impression que de me rendre service, ça crée tout de suite une connexion forte, en fait. Tu vois ? On pense souvent que aider les gens, leur rendre service, ça va être la meilleure façon de rentrer en connexion avec quelqu'un, mais finalement, je crois que c'est l'inverse. Je crois que quelqu'un qui a l'impression de t'avoir aidé a l'impression encore plus d'avoir créé une connexion que si toi tu l'aides. Et du coup, voilà, c'est tout un petit mélange de choses comme ça qui sont assez inconscientes, qui font que j'essaie de plus en plus d'arriver donc dans cette démarche de... comme l'ont dit beaucoup de gens sur cette chaîne, en fait, j'ai pas envie d'être un prestataire, j'ai envie de faire partie de la journée. Je serai jamais non plus, comme tu peux toi le revendiquer, le meilleur ami, parce que ça serait mentir, parce qu'il y a des gens avec qui j'accrocherai pas dans la vie, mais je suis ravi de filmer ça, en fait, je suis ravi de filmer des gens qui sont très différents de moi, et que je comprends pas, ça me passionne, quoi. Que j'essaie de comprendre, en tout cas, et surtout... Le plus important, que je ne juge pas, quoi. Et je pense que c'est ça aussi que les gens y remarquent, c'est qu'on peut aller très loin avec moi sans se sentir jugé. C'est peut-être aussi pour ça que les gens se livrent assez facilement à moi, c'est que j'ai l'impression que j'ai une écoute non jugeante. Enfin, je sais pas si ça peut se dire, mais... Oui, t'as une écoute, en fait. Une vraie écoute. J'essaye. Je parle beaucoup, là aussi, quand même, hein, mais... Non, moi j'ai une écoute du coup aussi. C'est vrai. Comme tous les auditeurs et les auditrices, vous avez une sacrée écoute puisque vous nous écoutez parler pendant des heures. Un petit truc sur tes vidéos, j'ai vu que les vidéos courtes, j'ai pas vu les vidéos longues. J'ai vu beaucoup de vidéos qui commençaient par un format 4/3 pour l'intro, si on va aller par là, mais une intro genre même d'1 minute, et qui passait du coup sur peut-être un 16:9 ou voire plus. Ouais, j'ai souvent fait du cinémascope, un genre de cinémascope. J'expérimente. En vrai, j'expérimente beaucoup. De ratio Pourquoi ? Ça dépend des situations. En fait, ça dépend parfois du lieu où je suis et du recul que je pouvais avoir, tu vois. Des fois, je vais me dire...
comme tu as pu le remarquer, moi, toutes mes photos sont presque des photos verticales. Je sais pas pourquoi, le jour où je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des photos en verticale, j'ai commencé à aimer mes photos. Alors qu'à l'inverse, j'étais assez attiré, et longtemps, j'ai fait la plupart des versions courtes de mes mariages sont en format cinémascope. Donc c'est encore plus étiré que du 16/9 pourtant, tu vois. Et voilà, j'essayais d'être un petit peu cohérent dans ces versions courtes, à tous les niveaux d'ailleurs. C'est pour ça aussi que ça représente assez mal mon travail, les versions courtes que j'ai montrées, parce que je me suis beaucoup auto-censuré. J'ai mis des choses que je pensais qu'il fallait montrer dans un mariage, mais en fait, là, je suis en train de rebrousser chemin, de revoir mes anciens mariages et de me dire, maintenant je vais essayer de communiquer sur des extraits de versions longues, en fait. Parce qu'évidemment, personne ou très peu de gens vont avoir envie de voir des films de 35 ou 40 minutes. Mais par contre, des petits extraits assez courts choisis de mes versions longues, et que j'arrivais très difficilement à intégrer dans une version de 5-6 minutes, parce que parfois ça va être, comme je t'expliquais, là, les deux mariés qui se prenaient la tête, ça peut être des plans fixes de 60 secondes, tu vois, pas coupés, et qui quand ils sont contextualisés, peuvent être passionnants et vraiment intéressants à montrer, je pense. Mais voilà, au cœur d'une vidéo qui est assez dynamique, c'est très compliqué, tu vois, à caler. Donc j'ai oublié la question, c'était... Ah oui, pourquoi ces changements de format ? Comme j'allais te dire, j'expérimente beaucoup dans la version longue. Je switch du carré au 16/9, au cinémascope. Et ça dépend un petit peu de... Généralement, je réfléchis mes images pour le cinémascope. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, le lieu, j'ai envie de le voir un petit peu plus dans sa verticalité, tout simplement. On est dans une petite cour. Je sais pas. Non, t'es pas obligé de le savoir. Hein. C'est des choses qu'on fait aussi instinctivement et qu'on se dit, c'est parce que ça doit être comme ça, quoi. Ouais, pour la plupart du temps, c'est des expérimentations, peut-être parce que l'autre format, le cinémascope, me convenait pas et que ça me semblait mal cadré, tout simplement. Et je me dis, cette séquence, elle sera en carré, quoi. Tu disais à l'instant que tu allais plus te vendre maintenant sur les versions longues et qu'il y avait des plans, par exemple, d'1 minute où ça bougeait pas voilà. C'est marrant parce que c'est vraiment à l'inverse de ce qui se fait actuellement, où il y en a beaucoup qui sont là à ne faire que des versions courtes, et surtout on a des montages qui sont de plus en plus épileptiques. Maintenant, ça c'est un truc moi qui me... Alors, je dis pas que c'est tout le temps mauvais quand c'est épileptique, hein, j'ai pas dit ça, loin de là, mais on a un besoin maintenant avec les réseaux sociaux, avec les Reels, avec TikTok, avec des trucs comme ça, à pas s'embêter. Enfin, c'est comme tu vois, par exemple, j'adorais l'humour et les spectacles d'humour et tout, et maintenant les stand-up, j'arrive plus parce que c'est une vanne toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes, et il y a un moment, on se calme. Enfin, on lance le truc et à un moment tu me cueilles, mais là maintenant c'est toujours tout, c'est d'un côté c'est grisant parce que c'est une drogue en fait, oui, tout ça, un petit peu. Mais de l'autre côté c'est tellement fatigant et t'as tellement vite oublié aussi après, je trouve. C'est ce qu'il y avait bien dans Striptease, c'est que Striptease c'est posé, c'est alors oui, on connaît Striptease pour toutes les fameux on se foutait de la gueule, et parce que les marginaux, des gens très différents. Disons que les épisodes qui sont sortis du lot, c'est des épisodes qui traitaient souvent de gens assez marginaux, assez particuliers. Mais c'est pas du tout le cas de l'ensemble de la série. C'est ça, j'en ai regardé pas mal, et ce qui est bien, c'est vraiment, ça nous laisse le temps. Ça nous laisse le temps de regarder, juste de prendre le temps. Et pourtant, souvent en un quart d'heure. Souvent, c'est des films qui durent 15-20 minutes, pour la plupart. C'est ça qui est fou, c'est que je pense qu'il y a des épisodes qui sont 3 plans séquences. Ça a dû arriver, des striptease, où c'est 3 instants de vie, quasiment filmés sans coupure. C'est pas toujours le cas, mais parfois c'est sur 3 mois, parfois c'est sur 3 jours. Mais ils arrivent toujours à tirer quelque chose, et dans une espèce à tirer des séquences en tout cas. Pas... effectivement, c'est pas une succession de plans courts, Donc, moi, je dirais, pour ton travail à toi, je vois plus le côté vraiment... c'est un reportage sur ce qu'il y a, sur ce qui se fait. Et je trouve que ça pourrait être vraiment cool, des versions longues juste, ou agrémentées de moments un peu plus stylés, peut-être tu vois, pour avoir quand même des beaux plans et tout ça, mais d'avoir des moments fixes, juste où d'un coup, il se passe un truc, puis la caméra se pose, et puis là, il y a pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, il y a un truc, on vit un truc, et puis... C'est exactement ce que j'essaie de faire dans mes versions longues et que je travaille le plus ces dernières années, c'est en fait le rythme.
Parce que comme je te disais, je suis passé d'un truc très clippé où sur 40 minutes, j'allais te mettre une succession de 12-15 morceaux sans trop laisser de respiration. Et maintenant, je fais des vraies pauses, tu vois. Il y a des moments de noir dans mes films. S'il y a une émotion très forte, je vais laisser un noir de peut-être 3, 4, 5 secondes, tu vois. Sans le son. Sans le son, sans image. En fait, ouais, voilà, c'est une histoire de rythme. C'est-à-dire que tu vas passer sur des extraits de la cérémonie laïque, par exemple, et ensuite, je vais tout condenser dans un truc super intense. On va dire la sortie de la mairie, le trajet, le cocktail et l'entrée des mariés. Ça va être un morceau de 2 minutes. Alors qu'avant, tu as eu une séquence presque sans musique, essentiellement parlée. J'aimerais partir maintenant sur ton marketing. Parce que il y a un truc assez bizarre, parce que mon assistante m'a envoyé donc ta fiche ce matin, et je me suis dit, mais merde, elle m'a pas mis l'adresse de son site. Donc j'allais l'engueuler, et parce que j'engueule tout le monde quand... Ton assistante, Oui, toi, j'allais pas t'engueuler, enfin, tu fais ce que tu peux. Mais j'allais engueuler Léa, et du coup, j'ai quand même dit, bon, allez, on va quand même pas être con et aller regarder. Et du coup, j'ai pas trouvé de site, et puis c'est vrai qu'on en avait discuté, et que tu m'avais dit, j'ai pas de site, tu m'as dit aussi, j'ai pas de voiture, des fois, je fais pas de contrat, donc on va d'abord parler de tout ça, mais on va d'abord parler de la partie, du coup, marketing, puisque tu as un Insta, en gros, tu as un Insta, mais même pas forcément avec... qui est plutôt assez perso, ouais. Ouais. C'est plutôt des photos que je fais dans mon quotidien, c'est plutôt du loisir. Et je commence quelques photos de mariage, mais pas beaucoup. Ouais, quelques petits reels là, qui commencent à popper ici et là, et j'ai prévu de m'y mettre, en tout cas. Donc tu as ça. Sur ton Insta, il y a un lien vers ton YouTube. Donc sur ton YouTube, tu as tes vidéos de... C'est bien fait. Pas que, mais tu as tes vidéos de mariage, qui est quand même plutôt pas mal. Et puis voilà. Donc, en gros. Ouais, c'est à peu près tout. Hein. J'ai commencé, moi, par Facebook, en fait. Hein. Ok. Pareil, ça a été assez organique au début, je pense, du fait que je viens de Lozère et que j'étais un des premiers à faire de la vidéo de mariage. Premier mariage, les mariés ont mis leurs vidéos sur leur chaîne. Et en fait, ça a fait autant de vues que ce qu'avait fait le festival à cette époque-là, tu vois, c'est-à-dire 4-5 000 vues peut-être. Ce qui était déjà pour moi assez ouf, qu'un mariage de 100 personnes arrive à faire les mêmes chiffres qu'un petit festival, tu vois, où t'as 2000 personnes quand même. Donc voilà, Facebook. Et puis Instagram, j'ai vraiment mis du temps à m'y mettre, quoi. D'autant plus que je prenais pas trop de photos au début, quoi. La photo, moi, j'ai commencé à m'y intéresser assez récemment, quoi. Et là, actuellement, comment viennent comment les gens te trouvent, hein? Bah, c'est un petit mélange, en fait. Je pense que maintenant, je bosse avec des gens qui m'ont rencontré sur les mariages, parfois des gens de même famille, tu vois. L'an dernier, j'ai fait le mariage de la maman d'une de mes mariées. C'était assez génial de se retrouver dans cette famille à nouveau, mais avec la maman cette fois qui se remariait, elle aussi d'ailleurs. Voilà, ça peut être la petite sœur. Il y a ce biais-là qui est de connaissances avec qui j'ai déjà bossé finalement, qui m'ont déjà rencontré quasiment. J'ai quelques mariages qui proviennent de YouTube, des gens qui sont tombés sur mes vidéos en cherchant vidéos de mariage YouTube. Ok. J'ai eu un peu de chance, il y a eu un mariage en 2019 qui était assez beau, assez chic, qui ressemble pas d'ailleurs trop à ce que j'ai envie de montrer maintenant, d'ailleurs de mon travail, mais voilà, enfin qui était un mariage qui avait de la gueule en termes d'esthétique, on va dire. Et j'ai eu peut-être la bonne idée, je crois que je dirais que ça vient de là, le fait qu'il est bien tourné, c'est que j'ai mis cérémonie laïque dans le titre de la vidéo YouTube. Et à l'époque, c'était, je pense, beaucoup de gens ont commencé à faire ça en France, beaucoup de gens ont cherché un peu à voir comment faisaient les autres, tu vois. Et peut-être même qu'est-ce qu'ils racontaient dans leur discours. Et du coup, elle a fait assez vite presque 10 000 vues. Ce qui était beaucoup plus que ma moyenne. Hein. Je devais tourner autour de 1500 vues par vidéo sur YouTube, tu vois. Oui, c'est à peu près ça. Et elle a un petit peu éclaté le compteur, et ça m'a fait travailler pas mal aussi. Ok. Elle est à 13 000 vues, là. Ce qui me paraît cool, parce que quand je regarde, en fait, il n'y a pas énormément de gens qui misent sur YouTube hein, dans le mariage, et je vois plein de mecs ou de gens de vidéastes de mariage, pourtant assez connus par ailleurs, qui font très très peu de vues sur leurs vidéos YouTube. Donc je m'en suis pas si mal sorti finalement. Moi j'avais beaucoup misé là-dessus parce que finalement je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur YouTube, donc ça me paraissait
assez logique peut-être. Ok. D'investir là-dedans, enfin investir, tu vois, juste remplir un petit peu les détails sous la vidéo, faire des belles miniatures et puis tenter des trucs au niveau des titres et des mots-clés, quoi. Oui, parce que qu'est-ce que tu as mis en place? Donc, tu as mis en place ce YouTube avec, en effet, quelques miniatures et des miniatures qui, maintenant, de plus en plus, font un petit peu, je dirais, affiche de film. Enfin, en tout cas, avec une typo différente, avec une photo prise, enfin, voilà, un moment spécifique. Donc, cet Instagram que tu as commencé à relancer, à mettre en place... Donc le bouche à oreille, de ce que je comprends, puisque... Ouais, c'est très organique aussi, hein, parce qu'il y a des mariages qui m'arrivent de gens que je rencontre, comme je te disais, dans un covoiturage, et ils vont me dire, j'ai si qui se marient, et je leur dis, à ce moment-là, moi je suis vidéaste de mariage, regardez un peu ce que je fais, vous me rappelez si ça vous a plu, quoi. C'est arrivé aussi par ces biais-là. Et puis aussi, à Toulouse, quand je suis venu ici, je t'avais dit, c'était aussi pour rencontrer des gens qui bossaient dans la vidéo, peu importe laquelle d'ailleurs, hein, j'étais intéressé d'expérimenter le maximum de milieux possibles. Et il s'est trouvé qu'un jour j'ai rencontré deux frères qui travaillaient sur un événement musical. Je leur ai parlé, ils avaient des GH5 comme moi, c'est pour ça que je leur ai parlé. Et ils m'ont invité à faire un mariage avec eux. Et depuis, ils m'envoient 1 ou 2 doublons tous les ans. Voilà. Donc j'ai aussi cette petite arrivage de leur part. Et ça me suffit en fait, parce que comme je te disais, moi, je crois l'année post-Covid, j'ai fait 10 mariages, ce qui est mon record, et j'ai bien cru que j'allais y passer, quoi. En termes de travail, en termes créatifs, j'en pouvais plus, quoi. J'étais éreinté de la charge que je m'étais donnée, donc je me suis fixé de faire 6-8 mariages, d'augmenter un petit peu mes prix aussi, et voilà, et tant pis si j'en faisais moins. Mais c'est vrai que j'ai rien mis en place, en fait, concrètement, si c'est ça ta question. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup écrit ces derniers temps aussi. Aussi, tu sais, je t'ai envoyé une sorte de série d'anecdotes avec des titres un petit peu putaclic. J'avais presque l'envie d'en faire une chaîne YouTube. Après, très compliqué pour moi parce que je sais pas du tout à quel point je suis capable de me filmer et de m'entendre parler, etc. Mais j'ai quand même commencé à écrire toutes ces anecdotes et à rédiger tout ça. Le travail, il avait commencé avant, en fait, parce que j'ai moi-même fait travailler pas mal de gens avec moi qui s'intéressaient à la vidéo, qui avaient envie de voir ce que c'était le mariage. J'ai fait avec une bonne dizaine de personnes, j'ai donc été accompagné sur plusieurs mariages. Et plutôt que de leur répéter à chaque fois un petit peu mes trucs, ma façon de fonctionner, j'ai commencé à l'écrire pour pouvoir leur donner en main propre et qu'ils aient le temps de se familiariser avec ma technique. Et c'est devenu une petite bible de ma façon de fonctionner qui fait une 30aine de pages maintenant, et voilà. Okay. Et je vais aussi m'en servir pour communiquer, parce que ce que je raconte là, ça peut très bien être apposé à côté d'une photo de mariage ou d'un reel que je posterai sur Instagram, tu vois. Je me suis rendu compte que chacune des anecdotes qui m'étaient arrivées avait souvent été l'occasion de beaucoup apprendre, en fait, et de changer ma pratique en fonction de ça. Parce que quand tu oublies un appareil photo sur une voiture en partant à la mairie, et que tu te rends compte que t'as fait ça parce que t'as voulu trop en faire, parce que t'avais 3 appareils ce jour-là, c'était la première fois que tu voulais, que t'avais la tête ailleurs, et ben tu te dis, la prochaine fois je vais repartir sur 2 caméras, je vais rester tranquille et je vais pas vouloir faire le travail de 3 personnes tout seul, tu vois. Qu'est-ce qui fait que là maintenant tu commences un petit peu à faire du marketing, donc à vouloir ton YouTube, à vouloir faire de l'Instagram, tout ça et tout. C'est quoi? C'est l'augmentation de tes prix? C'est quelque chose? Enfin, qu'est-ce qui fait que... Déjà, je me suis rendu compte en écrivant tout ça aussi que ça m'aidait vachement à organiser mon travail, à l'optimiser aussi, à comprendre un petit peu plus moi qu'est-ce qui me motivait, pourquoi je faisais ça comme ça. Enfin, ça m'a beaucoup aidé. Comme Instagram m'a aidé en fait aussi. Quand j'ai commencé à aller sur Instagram, tu vois, les gens te disent fais un feed cohérent, essaie de faire quelque chose qui ait de la gueule et qui suive une espèce de logique. Pour l'instant, moi, je faisais des photos, voilà, ici et là, sans trop réfléchir à tout ça. Et ça m'a permis d'organiser mon travail, tout simplement, tu vois, de commencer à avoir des récurrences aussi, des choses qui, malgré moi, revenaient dans tous mes films, comme les mains en photo, tu vois, ou le plan dans une voiture sur le paysage dans les vidéos, dans mes films. Des choses que inconsciemment j'avais intégrées, même si le plan de la voiture
c'est logique vu que j'ai pas de voiture. Mais et du coup, je peux filmer comme je me fais conduire. Voilà, donc ça m'a permis d'une part d'organiser mon travail. Effectivement, il y a sûrement aussi le fait que j'ai envie de pouvoir un petit peu augmenter mes prix. Donc l'idée, c'est de toucher un maximum de monde, en fait, hein, qu'il y ait un petit peu plus de monde qui puisse tomber sur mes vidéos d'une manière ou d'une autre. De montrer aussi toute cette partie-là de mon travail de version longue qui est jamais sortie et dont je suis assez fier, en fait, et que je sais pas si je me suis auto-censuré, parce que t'entends beaucoup dans la vidéo que faire une vidéo de plus de 15-20 minutes, c'est chiant, c'est la vidéo du tonton, etc. Et j'ai envie de défendre vraiment le fait que non, en fait, on peut faire des vidéos un peu plus longues que ça et qui soient quand même, enfin, qui plaisent à tes clients, ça c'est sûr. Mais tu vois, j'ai l'expérience d'avoir déjà envoyé la vidéo à des groupes entiers, tu vois, d'amis et proches, et qui m'ont dit, je pensais que j'allais regarder 5 minutes, et en fait, j'ai regardé l'heure entière, tu vois. Et je me dis, bon, en fait, oui. Moi, quand je fais mon film, en tout cas de mariage, j'ai envie de faire un film qui puisse être regardé par n'importe qui, en fait, et qui puisse accrocher quelque part. Donc, c'est ma démarche. Et il faut que je la valorise, parce que, comme je te disais, c'est pas cohérent avec les prix que je pratique et le temps que j'y passe. Et il y a certainement d'autres raisons. Mais c'est déjà pas mal. Très bonne raison. Oui, parce qu'il y a un moment, c'est vrai que si tu es à 1000 balles et que tu passes à 2005, voire du coup plus après, il y a un moment, il faut aussi trouver les gens qui ont ce budget-là pour te mettre. Ou alors, les gens qui, effectivement, ont vraiment eu un coup de cœur pour ton travail et qui sont prêts. Moi, ça m'intéresserait, tu vois, de faire un mariage de gens qui se marient à 15-20 000 euros sur le mariage global et qui me disent, nous, on est prêt à mettre 3 000 dans la vidéo parce que pour nous, c'est moins important la bouffe, ou pour nous, on va pas mettre trop d'argent dans le lieu, tu vois, parce qu'on se marie chez nous. Et parce que les invités, imaginons, c'est des musiciens et que le concert, c'est des potes qui nous le font, tu vois. C'est un petit peu ça aussi que j'ai envie de toucher. J'ai envie de toucher ce public de niche. Je sais pas s'il existe trop, mais je le cherche un peu. Pour te donner une idée, là, je suis sur j'ai un mariage cet été où le budget de base était à 15 000. Ils l'ont augmenté pour moi, parce qu'ils l'ont augmenté à 20 000, et je prends un tiers de leur budget. Et ça fait quand même... du coup, ça veut dire que je suis sûrement l'élément le plus cher de tout le mariage, quoi. Donc, ça fait... D'un côté, ça fout la pression. Oui, il y a ça aussi. J'allais dire, c'est cool de travailler pour des gens, tu vois, où tu vas avoir une connexion déjà très forte. Tu vas dire, on aime les mêmes films, on a le même goût. Mais du coup, tu vas te mettre une sacrée pression en termes de réalisation, d'esthétique. Et tu sais que tu fais pas un mariage pour des gens dont le film préféré, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, quoi. Et c'est pas un jugement, mais c'est juste que ils ont des attentes, sûrement. Alors que un autre client, quoi que je lui rende, il aurait été content, je pense, tu vois, presque. C'est un peu ça, quoi. Oui, parce que c'est ce qu'il a vu, et c'est vu qu'il est dessus, et que c'est son mariage et tout ça, forcément, déjà, c'est comme des photos de famille. Alors, les photos de famille, vu que c'est ton enfant dessus, déjà de base, t'es déjà un peu content, normalement. Normalement, oui. Tu me disais tout à l'heure tu m'as écrit, et je disais tout à l'heure que tu as fait des mariages sans contrat. Donc, des mariages officiels, facture à la fin, tout ça, donc déclaré, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais sans contrat. Donc, ça veut dire que rien ne les obligeait, on va dire, à te payer, mais rien ne t'obligeait à y être non plus. Donc, c'est une histoire c'est une histoire, en fait, de confiance entre eux, donc, de savoir, quelles prestations tu devais faire, tu devais pas faire et tout. Comment, pourquoi, déjà ce non-contrat? Pourquoi, en fait, parce que on me l'a pas demandé. En fait, je pense que j'ai commencé à faire des contrats quand quelqu'un m'a demandé si je pouvais lui faire un contrat. Voilà. Après, je savais que ça se faisait, puis je suis content de m'y être mis parce que effectivement, il y a des choses qui nous protègent dans les contrats et c'est rassurant. Mais c'est vrai que je pense que pendant les 3-4 premières années, je crois que j'ai bossé à chaque fois sans contrat. Et t'as pas eu, aucun problème? J'ai eu aucun problème, même au contraire. J'ai plus souvent eu des gens qui ont rajouté des sous à ce que j'avais demandé que des gens qui m'auraient mal payé, tu vois. J'ai eu des beaux pourboires, parfois. Après, comme t'étais pas non plus très cher, non, c'est sûr. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, allez, quand même. Le pauvre. Le pauvre, peut-être pas, mais bon, ça méritait plus.
Ok. Ouais, parce que moi, ça m'est jamais venu en tête de faire ça, et je le conseille évidemment pas. Parce que quand on voit certaines personnes déjà avec des contrats ne pas les respecter, parce qu'en fait, c'est aussi bien on va dire que pour les mariés, c'est une protection parce qu'au moins, tu as signé un contrat, bah, tu auras ça, tu viens à tel moment et ils auront ça à la fin. Et de ton côté, une sécurité aussi de dire, bah, les mariés ont signé quelque chose avec toi, donc ils peuvent pas te dire au final, bon, bah, c'était cool, mais merci, au revoir. Tu vois, et tu viendras pas et le mariage, on va soit annuler du tout la prestation, soit appeler quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. De toute façon, je pense que je suis tellement pas procédurier que si des gens ne me payaient pas, je crois que je passerais à autre chose. Évite de le dire comme ça. Il y a des gens mal intentionnés peut-être qui vont me contacter. Je vais recevoir plein d'appels demain. On verra. Si ça se trouve, on verra. Tu me tiendras au courant. Je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast, c'est plus des gens qui veulent faire des films qui vont se marier, mais on sait jamais. On sait jamais. Est-ce que question pour auditeurs et auditrices, est-ce que vous avez déjà trouvé votre photographe ou votre vidéaste de mariage sur ce podcast? Ce serait bon à savoir. Ouais, bonne question. Autre que moi, bien sûr. Et dernière chose que t'as pas, de voiture. Tu habites tu habites dans un endroit paumé. Ouais. Avec. Maintenant, c'est plus le cas. Hein. Je suis à Toulouse depuis plus de 6 ans. D'accord. Et du coup, t'avais pas de voiture, ou t'as le permis, ou t'as pas J'ai le permis par contre, ouais, j'ai toujours eu le permis, et tu sais, quand on vient de la campagne, on le passe très vite en général, mais n'empêche que j'ai jamais eu trop le budget pour m'acheter une voiture, et du coup, c'est resté comme ça. Et donc, pas trop galère d'aller sur les mariages avec ton matos Encore une fois, je pense que c'est une contrainte qui m'a permis de comprendre des choses. Il y a quelques mariages que j'ai fait avec une voiture et à chaque fois ça a été une catastrophe, ou ça a été très difficile pour moi. Typiquement, une fois je suis allé à Bordeaux, on s'est perdu. J'étais en plus avec une amie à moi qui m'aidait donc à la vidéo. Et quand t'as passé le permis en Lozère, tu sais pas conduire en ville déjà. Et c'était un gros stress d'avoir une voiture. Je me suis rendu compte qu'en fait j'allais continuer à m'organiser en amont pour me faire amener aux endroits où je devais aller dans le mariage, et il y a toujours des gens qui peuvent le faire. Et c'est une grosse source de soulagement de pas devoir te garer avant d'aller à l'église, par exemple, parce que en vidéo, d'autant plus, t'as besoin de temps pour préparer les choses, t'as besoin d'équiper le prêtre d'un micro, peut-être de placer un micro près des enceintes, enfin, t'as besoin de temps. Et si t'as déjà le stress de pas savoir où te garer, c'est vraiment, vraiment difficile à gérer. Donc voilà, je me suis rendu compte que ce problème était une force. Parce que là où c'était compliqué, c'est que je devais vraiment anticiper un peu à l'avance. Et c'est pour ça qu'arriver le vendredi, c'est pas seulement un truc qui est sympa pour moi, mais qui est aussi très rassurant. Je sais que je vais être là, tu vois. Je sais qu'il y aura pas de problème de dernière minute. Et donc, ouais, voilà, le fait de pas avoir de voiture, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était une force. Autre chose, c'est que comme je te disais, que les mariés sont très très peu eux-mêmes pendant un mariage. Il y a ce moment, je trouve, où ils vont se retrouver tous les deux à l'arrière de la voiture, et où tu vas pouvoir choper ces petits moments où ils se retrouvent vraiment, où ils sont dans cette conversation un petit peu intime. Et c'est dans ces petits moments de trajet qui durent 15-20 minutes où tu vas pouvoir saisir un petit peu de réalité de leur couple, je trouve aussi. Ouais. Je suis d'accord. J'aimerais bien passer maintenant sur les titres racoleurs que tu m'as fait de tes anecdotes. Est-ce que tu peux m'en raconter? Je vais en sélectionner 3 au hasard. Dis-moi. Est-ce que tu pourrais me les raconter? Dis-moi, je te dirai si c'est possible. J'essaye de voir lesquels. Je ne les ai pas sélectionnés, mais bon, je vais au mariage en stop, ça va. C'est bon. On vient d'en parler. J'ai craché sur mon capteur. Oui, j'ai un petit peu exagéré. Oui. Je me souviens que c'était avant une cérémonie laïque et j'avais 2 appareils à l'époque. Et donc en fait, j'ai vu qu'il y avait une petite poussière sur mon capteur. J'ai voulu l'enlever au pire moment, c'est-à-dire un moment où les gens marchaient, il y avait de la poussière partout. Donc je l'enlève et je me dis, je vais souffler, tu vois, pour enlever la poussière du capteur, puisqu'il marche jamais de toute façon. Et en fait, au lieu de souffler, j'ai eu un petit postillon qui est parti. Sauf qu'un petit postillon sur un capteur, ouais, un petit postillon sur un capteur, ça prend quand même un tiers de l'image, tu vois. Sur un micro 4 tiers.
Et du coup, non, juste très compliqué parce que j'avais rien pour nettoyer mon capteur et il fallait que je filme tout le reste du mariage à une ouverture en dessous de 2.8, quoi. Sinon, ça se voyait clairement qu'il y avait une trace sur la moitié de l'image, quoi. Et c'était drôle parce que ce jour-là, la cérémonie laïque, donc j'ai filmé avec cette caméra, donc sans trop pouvoir choisir mon ouverture, j'étais coincé, mais bon, de toute manière, je filme toujours d'assez grande ouverture. Et l'autre caméra fixe que j'avais posée, c'était un très grand angle. Et toute la cérémonie, il y a une petite araignée qui s'est calée sur l'objectif et qui montait et qui descendait. Toute la cérémonie, elle a fait ça. Ce qui a fait rire les mariés au final. Mais j'étais catastrophé. Je me dis, mais t'as beau essayer de penser à tout, de caler ton son, de vérifier avec le DJ que ça marche bien, de mettre tes caméras sur trépied. Et en fait, il y a toujours un truc qui va pouvoir mal se passer. Donc voilà, ça c'était pour le crachat sur le capteur. Et du coup, l'araignée qui ruine la cérémonie laïque, c'était ça aussi? Ouais, voilà. Je dors dans le lit des mariés. Ça paraît très putaclic, hein. C'est le dernier mariage de l'an dernier. La maman d'une mariée de Bordeaux que j'avais fait il y a 2 ans, qui m'embauche. Donc ça s'était super bien passé avec sa fille. Ils étaient très contents de leur film et moi très content du résultat. Donc la maman m'embauche et je vais... c'était à côté de Bandol, là, vers Marseille, chez eux le vendredi, mais déjà une ambiance très familiale, tu vois. Des gens très accueillants. Ils invitent déjà, tu sais, du monde à la maison. Donc moi, je dors sur le canapé le vendredi, normal. Et en fait, juste le samedi, la journée se passe. Je bosse jusqu'à 2-3 heures du matin. Et eux, les mariés, ils sont vraiment très en forme. Ils ont décidé de pas dormir et de rester sur place. Et ils me disent, tu peux dormir dans notre lit, François. J'ai dormi dans leur lit, mais j'ai juste trouvé que c'était cool de leur part parce qu'il y a vraiment pas eu... il n'y a même pas eu tu changes les draps ou tu vois, j'ai vécu avec des gens en coloc qui m'ont fait une scène parce que j'ai utilisé un de leurs coussins, tu vois, et là je me retrouvais sur des gens qui me disaient ce soir tu seras plus confortable dans notre lit, François, dors dans notre lit, tu vois. Et voilà, c'était juste pour dire que même pas pour une petite douche. Ça va de soi. après une journée de 18 heures à courir partout, elle fait du bien. Des fois je vais prendre une douche à 1h30 du mat quand la soirée se passe bien, et je reviens après finir ma soirée avec eux, et parfois faire des images jusqu'à 4-5 heures du mat. Ok, marrant. Ouais. Et la dernière, t'en as parlé tout à l'heure, mais t'as pas raconté. J'oublie ma caméra sur le toit d'une voiture. Tu as dit que tu... Ouais, ça pareil, c'est une mini anecdote. C'est juste que je fais un petit mariage avec des gens que je connais assez bien, et puis je me suis dit... J'avais 3 caméras à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que aussi j'ai bossé pendant, je crois, 3-4 ans avec une caméra. Donc en fait, je suis passé par à peu près tous les trucs qu'il faut pas faire. Je pourrais faire un recueil des choses à ne pas faire en tant que vidéaste de mariage. Et du coup, là, j'en avais 3. Je me dis, c'est cool, je vais essayer pour la première fois d'avoir 3 caméras, de faire une captation de la mairie avec 2 caméras fixes et ma caméra, moi, dans la main. Et juste... comme souvent dans les mariages, le moment où on doit partir à la mairie, ça va très vite. J'ai mon matos un peu aux 4 coins, donc j'en mets un peu dans un sac, j'en garde un dans la main, je jette un sac dans la voiture, tu vois. En attendant, j'avais posé ma caméra sur le toit. Ils me disent, allez vite, on y va, je ferme la porte, et j'avais oublié que j'avais mis ma caméra principale sur le toit, quoi. On part, et au bout de... C'était pas très loin la mairie, c'était un petit 10 minutes à peu près. Et à mi-chemin, il y a une grande ligne droite, et malheureusement, la nana qui conduisait avait une conduite assez sportive. Elle fait une grosse accélération, et là on entend un bruit derrière. Je regarde, je vois que c'est ma caméra qui est un petit peu au ralenti, tu vois. J'ai vu l'image de la caméra qui explose. Voilà, je pense que j'étais tout blanc à ce moment-là. On a arrêté la voiture, je suis allé voir, et ça va, elle était plutôt en bon état, étonnamment. Okay. J'avais à ce moment-là, tu sais, une grosse moumoute pour le micro avec l'espèce de truc qui permet d'absorber les vibrations. Donc je pense que ça l'a un petit peu amorti. Donc GH5 très très solide le matériel. L'écran avait sauté complètement, l'écran sur rotule. Mais ça, c'est pas quelque chose qui me faisait peur parce que j'ai bossé pareil avec un GH4 toute une saison de mariage sans écran. Donc entièrement au viseur. Très fatigant, mais ça m'a aussi appris des choses. Et donc voilà, elle marche encore, je l'utilise encore en caméra sur trépied. Elle rame un peu, c'est très bizarre, ça la ralentit, tu vois, elle met du temps à s'allumer pour passer du mode photo, vidéo, elle est très lente. Et puis aussi, je peux y mettre qu'un objectif dessus, sinon tous les autres, je peux plus faire la mise au point en fait. Il y a qu'un objectif qui fonctionne dessus, mais ça c'est resté une de mes caméras de secours. Ok. Voilà.
Mais par contre, la suite du mariage a été assez compliquée pour moi, je dois l'avouer, mais ils étaient très contents de la vidéo, donc tout va bien. T'avais quand même 2 autres appareils avec toi. Ouais, mais il y avait d'autres trucs qui faisaient que c'était pas ouf. J'avais un appareil qui avait qu'une batterie, et j'en avais un autre qui n'avait pas d'écran. Ouais, je crois que c'était ça. Enfin, c'était quand même très galère. C'était quand même très galère. C'est formateur, tout ça. Ouais. Ouais, je crois que de toute façon, à chaque fois qu'on est dans des situations de contraintes extrêmes, on se rend compte qu'il y a souvent des solutions et que les solutions t'apprennent d'autres choses sur ton boulot et sur le fait que l'important, il n'est pas forcément dans la technique, il est vraiment dans ta réactivité et dans la présence que tu vas mettre au moment T, quoi. Carrément. Enfin, voilà. Je te propose maintenant qu'on passe aux questions de fin, sauf si tu as un sujet dans lequel tu aimerais parler. Non, je crois qu'on a bien parlé déjà. Alors, questions de fin, est-ce que tu les connais? Ouais, je crois à peu près. Ouais. Quel est mon objectif préféré? Voilà, tout à fait. Je dirais pas que j'ai un objectif préféré, mais j'ai commencé avec ce Voigtlander équivalent 35 mm qui ouvre à 0,95. À l'époque, c'était un peu un pari risqué parce qu'il coûtait quand même, je l'ai acheté neuf en plus, 900 balles. C'était pas juste que je sur la voiture. Non, heureusement c'était un 12-35. Le Voigtlander 35 mm, il m'accompagne depuis le début et j'ai une vraie affection pour lui. C'est un très bel objectif en plus. C'est bizarre, je suis pas matérialiste, mais j'adore les objectifs. Je trouve que c'est un bel objet et celui-là, il est tout en métal. Il a une histoire aussi, c'est que au mariage de ma tante, j'avais fixé, je crois, un filtre UV. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être le changement de température ou quoi, il s'est fendu en deux. Et il était coincé sur mon objectif déjà, à la base. Et il s'est fendu en deux, donc j'avais une espèce de flair à la Michael Bay la suite du mariage. Ça aussi, c'était stressant. Et c'est marrant parce que ça s'est aussi transformé en quelque chose d'assez magique. Parce que dans ce mariage, il y a un feu d'artifice à la fin, qui est incroyable en plus, parce que mon oncle et ma tante n'avaient pas une thune, mais ils avaient un pote artificier qui récupérait les feux qui n'étaient pas partis, tu vois, quand ils bossaient. Et il leur a fait un feu d'artifice, c'était incroyable. Et du coup, quand je filmais avec mon appareil et le filtre cassé fendu en deux, tu vois, ça faisait des espèces de flares sur chaque explosion de feu d'artifice, mais des flares incroyables. Et je me suis dit, en fait, quoi qu'il arrive, quelle que soit la galère dans laquelle tu te retrouves, il y a toujours quelque chose à en tirer, en tout cas, et quelque chose à en faire. Et après, en essayant de décoincer l'autre chose, cet objectif, moi-même, ce qu'il faut pas faire, ce filtre UV, j'ai cassé le système, tu sais, d'ouverture qui était cranté mais je l'ai cassé sans le casser, parce qu'en fait, il est juste devenu fluide. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une ouverture qui est, au lieu d'être crantée, qui est complètement fluide, et c'est vraiment cool quand tu fais de la vidéo, en fait, de pas avoir Oui. Ouais. Donc voilà, que des petits miracles comme ça. Ok. Quel a été ton meilleur moment sur un mariage? Je sais pas si t'as regardé la vidéo que je t'ai envoyée ou dans laquelle je me fais bénir. Enfin, bénir. Non, le mot je l'ai pas vu. Ok, mais je pense que c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, c'est de loin le plus fort. Ça, c'était un mariage, encore une fois. J'avais déjà fait un mariage avec des gens de cette famille. J'avais fait la petite sœur du marié. Lui-même était ancien vidéaste de mariage. Il s'y est remis un petit peu. Donc, pression sans pression. C'est-à-dire que je connaissais bien les gens. Et en même temps, je me dis, le mec veut que je fasse son film, alors que lui-même, c'est son métier, quoi. Et particulier aussi parce qu'il me demande de filmer, mais il veut s'occuper du montage. Donc ça, c'était cool aussi pour moi. C'était une première. Et ce qui fait aussi que j'ai filmé comme jamais. Je suis resté du vendredi au dimanche et je lui ai rendu 11 heures de rush. Wow. Je me suis dit, c'est pour lui, tu vois. Et il sera content. Et du coup, ce qui s'est passé, il a sorti la vidéo. En fait, il m'a montré une version même pas terminée de la version courte. Je crois qu'il a jamais eu le temps de faire autre chose qu'une petite version courte pas finie. Faut que je le relance là-dessus parce que ça fait un bail. Et c'était très bizarre de voir le film qu'il avait fait parce que honnêtement, si on me l'avait montré, j'aurais jamais deviné que c'était moi qui avais filmé, tu vois. C'est vraiment drôle parce que le choix des musiques, le choix des images, la façon que t'as de recadrer, d'étalonner, tout faisait que en fait je reconnaissais plus du tout mon film, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'était intéressant mais particulier.
Du coup, c'était des gens qui étaient tous très croyants. Vraiment, absolument tout le monde était très croyant. Je sais pas quelle branche du catholicisme ça c'était, mais parce que j'ai peur de dire une connerie, du coup je vais rien dire. Mais en tout cas, des gens qui expriment beaucoup leur foi, tu vois, et qui étaient très présentes au sein du mariage. Il y avait des prières à table, tu vois. Il y avait des prières avant les moments importants, en fait, hein, quand les mariés ont mis leur costume, etc. D'ailleurs, j'ai adoré filmer ça. Je trouvais ça vraiment passionnant. Et peut-être j'ai eu le malheur, entre guillemets, de parler avec certains invités du fait que j'étais athée. Et ça a dû tourner un petit peu, tu vois, dans le mariage. Et le dimanche matin, en fait, ils ont fait, je crois, ce qu'ils appellent un culte. Donc t'as un pasteur, même il y avait 2 pasteurs, je crois, qui font des chants, en fait. Hein, ils font des chants, ils font des cantiques, je sais pas exactement comment on appelle ça. Mais moi, je filme ça et j'ai l'impression d'être dans un film américain, tu vois. J'avais jamais vu ça ailleurs, en fait, que aux États-Unis. Tu sais, ces espèces de cultes où les gens sont en semi-trance, ouais, c'est ça. Mm. T'avais des gens qui faisaient des vocalises à haute voix, il y en avait d'autres qui pleuraient, il y en avait d'autres qui étaient hilars, qui riaient, tu vois, à haute voix. Et moi, je filmais ça. Les prédicateurs ou les évangélistes. Possiblement, ouais. Moi, je filme ça avec déjà en me disant, c'est incroyable les images que je filme, parce que à ce moment-là, je peux m'approcher des gens, je peux être très proche d'eux, j'ai l'impression de filmer des images que j'ai jamais vues, tu vois. Et à un moment donné, le marié vient vers moi, il prend ma caméra, et le pasteur me prend par l'épaule, et il me fait avancer devant tout le monde au milieu ils étaient une trentaine, je pense. La pasteur, je sais pas si ça se dit, vient vers moi, et elle met la main sur mon torse, et elle me dit... là, déjà, je suis dans un état, tu vois, de stress un peu. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Le marié commence à me filmer, parce que, comme je te dis, ancien vidéaste, avec mon matos et tout, je me laisse un peu faire. Et elle me dit des trucs du genre... j'ai du mal à entendre, parce que vraiment, je te dis, déjà, je sens, tu sais, quand t'as toute la sueur qui remonte d'un coup, là. Une espèce de chaleur intense qui remonte en moi, presque les oreilles qui bourdonnent. Et elle me dit, est-ce que tu es prêt à laisser Jésus rentrer en toi, ou quelque chose comme ça? Moi, qui suis quelqu'un d'ouvert, je lui dis, pas de souci. Enfin, on peut essayer, en tout cas, tu vois. Ils se mettent un petit peu à chanter, je crois, et quand ils s'arrêtent, elle me tend un micro. Donc là, je me dis, waouh, c'est de pire en pire. Et t'es coincé, en fait. T'es coincé parce que t'as cette femme devant toi qui a sa main posée sur ton torse, et derrière toi, en fait, t'as le pasteur qui se tient pareil avec la main levée, en fait. Tu le vois pas vraiment, mais tu sens qu'il y a une présence assez forte derrière toi. Et donc là, le micro, et elle commence à me faire répéter des choses, tu vois. Donc tu répètes, et tu sais pas ce qui va arriver, en fait. Tu sais pas ce qui va suivre est-ce qu'elle va te demander de répéter, mais tu le fais, et puis t'es dans cet état un petit peu de second, on va dire. Et ça... Je commence un petit peu à me sentir mal parce que je suis en train de dire des trucs qui me ressemblent pas tellement, tu vois. Et il y a un moment, en fait, où ça va un petit peu trop loin, où elle me dit Jésus, fais de moi ce que tu veux. Et je rigole, tu vois, j'ai une espèce de rire nerveux. Et elle le prend bien, elle me dit je ne comprends rien. Je répète, je ne comprends rien, je n'y comprends rien, et tout le monde se marre. Et ça détend un peu l'atmosphère, on finit le truc. Et là, tout le monde... exulte, tout le monde se met à sauter, à applaudir. Il y a des gens qui viennent me faire un câlin qui dure 3 minutes. Il y en a qui sont en larmes dans l'assemblée. Enfin, voilà, je vis un moment un peu hors du commun. Et c'est drôle, je trouve aussi, de finir ce mariage en étant le centre de mon propre film, tu vois. En étant, en tout cas, le sujet de mon propre film. Et là, je me dis, bah ça y est, j'ai réussi à m'intégrer vraiment dans mes films. Autant je commençais à le faire de plus en plus, à laisser les moments où je réponds aux mariés, où il se passe des interactions avec eux. Mais là, ça y est, j'étais devenu un protagoniste à part entière. Voilà. Ok, ouais. C'est un sacré moment. Et du coup, ce moment existe et est filmé. Et pour l'instant, il est en non répertorié, mais je pense qu'un jour, je le mettrai en ligne et je montrerai ça. Le son est dégueulasse, malheureusement, parce que mon micro était pas au bon endroit, et voilà. Mais c'est dommage. J'irai le voir après. C'était très gênant pour moi. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à le montrer, même à mes amis au début. Et en fait, ils m'ont tous rassuré. Ils m'ont dit non, ça va, c'est cool. On voit bien Jésus en toi. Quelle est alors je veux dire la vidéo du coup, puisque tu es vidéaste, ou un bout de vidéo, le bout de vidéo que tu préfères dans tout ce que tu as fait, est-ce que tu peux nous le décrire? Bah tu vois, c'est là le premier truc qui me vient à l'esprit,
C'est un petit peu les reels que j'ai commencé à mettre sur Instagram, là. Il y en a un qui est le discours d'un papa à son fils, où il lui dit pour la première fois qu'il l'aime. Et c'est un moment où moi, j'ai littéralement fondu en larmes derrière ma caméra. De manière générale, je suis assez sensible quand je suis derrière la caméra, bizarrement. Quand je regarde des films et quand je suis derrière la caméra, j'ai une sensibilité exacerbée, qui n'est pas forcément le cas dans mon quotidien, tu vois. Et ouais, là, c'était un moment très fort. C'était vraiment un papa qui fait un discours plutôt rigolo, tu vois. Et à un moment donné, qui peut plus parler, tu regarderas si t'as l'occasion sur la... Il y a un blanc qui dure moins de 30 secondes, mais tu sais ce que c'est dans 30 secondes, dans une vidéo, c'est extrêmement long. Et ce moment est d'une force incroyable, je trouve, ce blanc. Et l'autre moment auquel je pense, c'est un moment que j'ai filmé je crois, la dernière vidéo que j'ai mise sur Insta, d'une très vieille dame qui s'appelle Françoise, qui a 104 ans, je crois, 103 ans au moment de la vidéo. Et c'était un mariage qui se passait quelques jours après le décès de la reine d'Angleterre. Et en fait, elle discute avec un de ses petits-neveux, tu vois, et lui, il est assez maladroit dans sa façon de lui parler. En fait, ma vidéo, elle commence par « Ah ben, vous êtes encore vivante, tante Françoise ?» Tu vois. Et en fait, elle lui dit en gros « Oui, bah regardez, la reine, ça va vite, la reine d'Angleterre, il y a quelques jours, elle recevait elle recevait quelque chose, et aujourd'hui, c'était fini, tu vois. » Et il lui dit oui, c'est vrai. Et elle fait en tout cas, j'aimerais pas être à sa place. Et lui répond oui, c'est vrai qu'être la reine d'Angleterre, ça va pas être facile. Et elle lui dit non, je ne parlais pas d'être la reine, je parlais d'être morte. Et ça se finit comme ça, tu vois. Et c'est une petite discussion de 30 secondes qui n'a pris à part rien à voir avec le mariage et que j'ai trouvé vachement belle et carrément. Que tout le monde peut voir du coup sur ma page. Si... Bah, vous pouvez aller voir sur Instagram. Et c'est un plan fixe, et il y a rien de... Et la mise en scène est très basique, c'est filmé avec... le son est pris avec le micro de ma caméra. Donc voilà. C'est aussi pour ça que j'aime ces moments, c'est que ça... Une fois que le mariage a commencé, c'est tellement le bordel en termes de son que tu peux plus faire grand-chose non plus. C'est ça aussi. À part dans les prises de discours, tout ça, quoi. Mais du naturel, il faut aller dans les recoins des mariages pour les trouver. Et dernière question... quel est donc ton objectif pro pour dans 5 ans? Eh bien, tu sais que mon objectif, ça va être de continuer à bosser dans la vidéo de mariage, parce que j'aime de plus en plus ça. J'ai très envie aussi un petit peu équilibrer les deux pratiques, c'est-à-dire que plus ça va, plus la photo m'attire, et j'aimerais bien, à long terme, enfin sur 5 ans, effectivement, que j'ai moitié mariage photo, moitié mariage vidéo. Ça me plairait d'alterner les deux. Il y a un côté très relaxant, j'adore, en fait, en ce moment, je passe beaucoup de temps à retoucher mes photos, j'aime le fait de pouvoir écouter de la musique pendant que je fais ça, ou autre chose. C'est très très prenant. Le montage vidéo, je compare un petit peu ça des fois à jouer à un jeu, tu vois, de manière obsessionnelle, quoi. Tu sors de là, tu sais plus trop où t'es, quoi raconter à qui, enfin, c'est très aliénant, quoi, le montage. Alors que la photo, il y a un truc qui me repose énormément, et j'ai envie un petit peu d'équilibrer ces deux activités, voilà. Et de continuer à faire ce que j'aime, et de le faire de plus en plus sincèrement, et en m'auto-censurant le moins possible, voilà. En étant de plus en plus honnête dans mes films. Merci François pour toutes ces réponses, et des points de vue très intéressants et des expériences très intéressantes. C'était chouette aussi d'avoir quelqu'un qui est peut-être moins dans le game que mes autres invités. Ça fait plus naturel, sûrement, même si les autres étaient aussi naturels, mais d'être plus dans... Enfin, je trouve c'est cool quand on est visible, tout ça et tout, mais faut jamais oublier que la plupart des photographes et la plupart des vidéastes de mariage ne sont pas visibles des autres. On est dans notre coin, on fait notre truc, on fait bien notre taf, on a envie de faire le mieux possible, mais on n'est pas tous sur le devant de la scène, et il n'y a pas que ceux et celles qui sont sur le devant de la scène qui existent, loin de là. Comme les grands mariages, il n'y a pas que les gros mariages ou les gros mariages festifs qui existent, il y a aussi, et c'est pas du tout la majorité, c'est des mariages tout à fait normaux mais sincères, et où il se passe quand même des choses. Et où il y a tout autant de choses à raconter, voire peut-être parfois plus. Complètement, c'est juste moins tape à l'œil, je dirais peut-être. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup ? Il n'y a pas beaucoup d'endroits, mais du coup... Ouais, j'ai une page Facebook, je sais que personne n'y va plus, mais si vous avez
envie, vous pouvez y jeter un œil. De toute façon, qui est relié à Instagram maintenant, donc voilà. Sur Instagram, ma chaîne YouTube, et vous pouvez me retrouver à Toulouse, hein, si vous passez boire un coup, quoi. Ok, voilà. De toute façon, tous les liens... Si vous êtes vidéaste ou photographe et que vous êtes sur Toulouse ou ailleurs d'ailleurs et que vous avez envie de se rencontrer, c'est avec plaisir. Voilà. J'ai toujours beaucoup de plaisir à rencontrer des gens qui font le même métier, à parler de ça, et puis voilà, même des gens qui ont envie de se lancer, c'est toujours un plaisir d'échanger, quoi. De toute façon, tous les liens sont dans la description. On va pas mettre ton numéro de téléphone. Hein. On va mettre l'Instagram déjà. C'est déjà à contacter sur Insta ou Facebook, ça suffit. Merci François. Merci beaucoup à toi. Et vous pouvez rester ici puisque j'ai encore des choses à vous dire. Encore un grand merci à toi François, c'était super cool d'en savoir un petit peu plus sur tes pratiques et sur ta façon de voir la vidéo de mariage. Vous pouvez donc retrouver tous les liens sur lesquels le suivre dans la description. Vous pouvez aussi, si vous regardez sur Apple Podcast ou si vous écoutez sur Apple Podcast, sur Spotify, laisser un commentaire, un petit 5 étoiles et un commentaire. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, donc ce serait cool d'en remettre quelques-uns si vous avez un petit peu le temps, ça me ferait très plaisir. Si vous êtes sur YouTube, un petit pouce en l'air, un podcast, un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je voulais vous parler un petit peu du Grand Saut, puisque depuis début juin 2024, vous pouvez maintenant rentrer dans le Grand Saut, faire le Grand Saut un petit peu n'importe quand vous l'avez décidé. C'est-à-dire que maintenant, c'est ouvert continuellement. Donc vous prenez un rendez-vous avec moi sur la page de vente de la formation, on en discute et à la fin, du coup, si vous avez envie, vous pouvez signer et venir donc dans la formation, soit sur vos deniers à vous, soit sur le CPF aussi, ou avec les deux, bien sûr, avec plusieurs formules, mais ça, je vous expliquerai tout ça. Je vous mets le lien aussi dans la description. C'est une formation, en fait, qui va vous permettre de signer des prestations, de devenir entrepreneur ou entrepreneuse, du coup, dans le milieu de la photo ou de la vidéo de mariage. Donc, de pouvoir commencer à en vivre et plus tard en vivre confortablement. C'est une formation, moi, que j'ai depuis maintenant en ligne depuis 2019, que je donne, moi, depuis 2018, via des workshops, et donc là, 2019, des formations en ligne. C'est une communauté de plus de bientôt maintenant 300 photographes qui ont suivi cette formation et donc plein de gens qui en vivent maintenant. On voit tout dedans, c'est une formule complète, vraiment, moi qui suis breton, j'adore les complètes. C'est une formule complète, donc avec savoir où vous avez envie d'aller, savoir à qui vous voulez vendre, on va parler aussi comptabilité, légalité, tout ça. On va parler de comment pouvoir se placer sur la route, être visible donc de ses futurs clients, comment faire ses tarifs, comment vendre, comment faire un super rendez-vous de vente et comment faire en sorte que tout ce qu'on a mis en place puisse faire prospérer son activité. En gros, vous allez construire les fondations de votre activité. C'est un investissement qui va vous faire gagner 3-4 ans de votre vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse et vous permettre de vous lancer, ou alors, si vous êtes déjà lancé et que vous n'y arrivez pas trop, de pouvoir faire en sorte que ça marche. Il y a du boulot. C'est pas une formule magique, c'est pas une baguette magique, mais ça fonctionne. Voilà. Si vous avez, vous pouvez vous inscrire directement, vous prendre un rendez-vous avec moi. Vous pouvez aussi vous inscrire sur la liste d'attente si vous voulez des rendez-vous aussi, si vous voulez en discuter plus tard. Il y a des mails qui sont envoyés de temps en temps. C'est fini pour moi. Cet été, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir un podcast tous les 2 semaines pour pouvoir aussi vous accompagner sur la route de vos mariages, si vous en avez, ou sur la route des vacances. Donc, on va enchaîner des podcasts vidéo et des podcasts photos. Et puis voilà. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage. Et également, vous aurez toutes les 2 semaines une vidéo critique de photos. Donc, je donne mon avis sur vos photos. Il y a des personnes qui ont candidaté comme ça pour envoyer 5 photos et je vais pouvoir donner mon avis sur ces photos pour pouvoir faire avancer. Je vous fais des bisous. Je vous dis pas dans 1 semaine pour une nouvelle vidéo, 2 semaines dans un nouveau podcast. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Au revoir.